Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cube et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui, je suis accompagné de Benjamin, amateur de Delver et mangeur de sushi. Bonjour Benjamin, comment ça va ? Bonjour Lucas, ça va très bien, je te remercie. Aujourd'hui, on se voit pour parler d'un archétype, un macro-archétype, qui est plutôt apprécié de pas mal de joueurs de Magic. Aujourd'hui, on va parler de Tempo. Et c'est pas pour me déplaire. C'est un archétype que tu aimes particulièrement jouer. Est-ce que tu nous dirais rapidement pourquoi est-ce que tu aimes bien ça depuis quand est-ce que tu joues ça ? Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup Tempo. J'ai beaucoup joué en moderne quand c'était fort, parce que j'aime bien les decks forts. Mais... Non, mais j'ai beaucoup joué Tempo. C'était Izzet Murktide, c'est ça ? Le nom de l'archétype. C'était Izzet Murktide. Donc c'était un deck bleu-rouge qui avait pour but de poser des petits threats et de temporiser avec des contre-sorts et pour finir avec un Murktide Régent. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de deck et souvent, en limité, quand j'en ai l'occasion, j'aime bien jouer des decks un peu tempo. Pas forcément ces couleurs-là, mais voilà. On va d'abord définir ce que c'est que la notion de tempo dans Magic parce que, croyez-le ou non, c'est pas juste le nom d'un deck. Je pense que les joueurs les plus vétérans de Magic, on va pas leur apprendre grand-chose sur cette section, mais j'imagine que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui comprennent un petit peu ce que c'est que le tempo, mais sans l'avoir pour autant complètement intellectualisé. Alors déjà, le tempo à Magic, là on va pas parler de deck tempo, qu'est-ce que c'est ? En fait, le tempo, ça va être en quelque sorte le rythme de la partie, c'est-à-dire que vous avez deux choses qui vont être importantes pour déterminer si vous êtes en train de gagner. Il y a le card advantage et le tempo. Et c'est important d'opposer ces deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une guerre de ressources, et de l'autre côté, votre conflit, votre guerre, elle se livre sur un autre plan. Elle se livre sur le plan de à quel point vous êtes en mesure de mettre en place votre plan de jeu rapidement. À quel point est-ce que, à cet instant T de la partie, vous êtes devant sur le board. Parce que si vous avez toutes les ressources du monde, que vous avez 20 cartes en main, mais que vous tombez à 0 point de vie, pourtant vous avez plus de ressources que l'adversaire. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Eh bien la raison, c'est parce que vous avez perdu à la tempo. Vous n'avez pas perdu au card advantage. Votre adversaire, il ne vous a pas battu à la value. Il vous a battu parce qu'il vous a tué avant que vous utilisiez toutes vos ressources. Et c'est ça, tout le concept de la tempo. Et j'ajouterais que c'est à différencier d'un deck pur agressif, parce que dans un deck agresseur, donc aggro, globalement toutes les cartes ou quasiment sont dédiées à agresser l'adversaire dans le sens poser des threats, infliger des dégâts directement. Là où un deck tempo, c'est un savant mix de threats et de réponses. Et c'est là où moi je trouve ça intéressant dans le tempo, c'est d'essayer en fait, c'est vraiment savoir quand jouer quoi. C'est vraiment... c'est pas comme un deck contrôle qui a beaucoup de réponses et un deck aggro qui a beaucoup de questions. Le tempo, c'est un savant mélange des deux et il faut savoir quelle réponse donner à quelle question de l'adversaire et vice-versa. En fait, un deck agressif, évidemment, qui va tout miser sur la tempo. C'est-à-dire que, au sens, l'essence de la tempo. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est « je vais pas faire une guerre de ressources. Si on joue le late game, moi, je vais tout le temps perdre. Mais je vais essayer de gagner le plus rapidement possible. » Le truc, c'est que, effectivement, on distingue bien un deck aggro d'un deck tempo sur le point que tu as dit. C'est qu'un deck agressif, lui, il va pas chercher à interagir avec l'adversaire, ou le moins possible. Lui, son objectif, ça va être de compter le plus rapidement possible jusqu'à 20. Si possible que vous ne le forciez pas à compter jusqu'à 23, et c'est tout. Un deck tempo, pourquoi est-ce que c'est un gameplay différent ? C'est parce que, comme un deck agressif, il va chercher à vous tuer, à vous réduire vos points de vie à 0 avant que vous ayez eu le temps de mettre en place votre plan de jeu, mais lui, il va le faire en essayant de mettre à mal votre plan de jeu le plus longtemps possible, en vous retardant, en essayant de répondre aux réponses que vous aurez pour que vous ne mettiez pas à mal son propre plan de jeu. Typiquement, un deck agressif, c'est quoi sa réponse à un adversaire qui joue une Vrasse ? C'est de jouer d'autres créatures. Ou alors, c'est de tout mettre dans la gueule avec des Lightning Bolt et du burn vraiment dans le visage. Alors qu'un deck tempo, potentiellement, il va pouvoir contrer la Vrasse. Il va dire non, prochain tour tu fais ta Vrasse. Sauf qu'au prochain tour, tu seras mort.
Donc c'est dommage. Et c'est exactement ça, et c'est ce que j'aimais quand je jouais le deck Murktide, c'est que c'est vraiment poser des toutes petites bêtes et essayer de les protéger ou essayer de temporiser jusqu'à jouer une plus grosse bête qui, elle, à son tour, on va essayer de la protéger tout en faisant un tout petit peu de card advantage, mais rien à voir avec un deck contrôle. Et c'est ça, en fait, les decks tempo sont un peu toujours sur le fil, et ça peut vite se dérober, mais c'est super intéressant. Il y a deux concepts dont on est obligé de parler si on veut parler de deck tempo. Le premier dont j'aimerais parler, c'est la notion de small game. Et la deuxième dont on va parler après, ce sera la notion de deck midrange. Donc déjà, parlons de ce qu'on appelle les small games, donc les petites parties. En fait, pour faire simple, on va distinguer deux approches à Magic en termes de gameplay. On va avoir d'un côté les grandes parties et les petites parties. Ce qu'on appelle les grandes parties ou petites parties, c'est en fonction de la quantité de permanents et de ressources auxquels les joueurs ont accès à chaque instant de la partie. Typiquement, une grande partie, une big game, ça va être une partie où on va mettre plein de jetons sur le champ de bataille, on va piocher pas mal de cartes. Le commandeur, en général, est assez symptomatique des big games. Et je parle pas de ça parce qu'il y a 4 joueurs ou parce qu'il y a 40 points de vie. C'est pas ça ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le but d'une partie de commandeur, c'est souvent d'accumuler le plus de ressources possible, du mana et des cartes, pour ensuite essayer de réaliser un play explosif qui vous fera gagner la partie, sur un tour ou sur plusieurs tours. A l'inverse, les small games, elles, vont se concentrer sur le plus petit nombre d'entités différentes, de bouts de carton différents, sur le champ de bataille ou même dans les mains des joueurs à un instant T. Il y a des cartes qui rendent les parties plus grandes et des cartes qui rendent les parties plus petites. Une carte comme Liliana of the Veil, voilà, Liliana du voile, c'est un arpenteur qui rend les games plus petites. Si jamais vous faites un -2 de Liliana, l'adversaire sacrifie une créature. Vous avez sorti une carte de votre main, l'échange est donc nul, il y a une carte de moins dans votre main, une carte de plus sur le champ de bataille, sauf qu'il y a une carte de l'adversaire en moins. Si jamais vous faites un +1 et que chaque joueur défausse une carte, là c'est encore plus rapide. Chaque joueur a perdu une carte de sa main et vous avez perdu une carte de votre main en plus avec Liliana qui maintenant est sur le champ de bataille. Alors, elle est encore sur le board, ça reste une opération neutre, mais vous avez compris l'idée. Et c'est ça qu'on appelle les small games. Les decks tempo souvent vont favoriser ça, parce que eux, leur objectif, c'est pas du tout que l'adversaire ait le temps de jouer plein de cartes. Si jamais l'adversaire joue plein de cartes, ils vont perdre la partie. Exactement, et c'est là où je voulais en venir comparé à un deck contrôle, c'est que tempo n'est pas là pour faire durer les games ad vitam aeternam et à la fin avoir un threat inévitable qui termine la game. C'est que c'est vraiment des petits threats. Et généralement, tempo n'est pas très bon en card advantage, justement. Bah oui, en fait, piocher des cartes, ça coûte cher. Et c'est souvent, pas toujours, mais très très souvent, le card advantage se fait aux dépens de la tempo. Vous êtes obligé de sacrifier de la tempo pour remplir votre main. C'est un petit peu comme si dans un jeu de société, vous choisissiez de passer votre tour pour piocher des cartes. En fait, c'est un peu ça l'idée. Quand vous faites 3 mana divination, piocher 2 cartes, au lieu de dire 3 mana, je joue, je sais pas, une clique Vendilion, un exemple de créature à 3 mana, il y a un cas où vous avez gagné 2 cartes dans votre main, c'est super, alors que dans l'autre cas, vous en avez perdu une. Mais le truc, c'est que quand vous avez fait votre divination, vous n'avez rien mis sur le board de l'adversaire, vous ne l'avez pas mis sous pression, vous n'avez pas fait avancer le board, et vous n'avez pas fait avancer votre condition de victoire. Et un des contrôles, il est OK avec ça, parce que lui, il s'en fiche. Lui, il vise le long terme. Son objectif, ça va être d'attendre le tour 7, le tour 8, le tour 9, l'inéluctabilité, c'est ce que tu disais. Les menaces de contrôle, d'ailleurs, sont complètement en décalage avec les menaces de tempo. Tempo joue des petites créatures à 1 ou 2 mana. Murktide, c'est intéressant parce que la Régente Sombre Marée, c'est typiquement une carte qui n'est viable dans ce deck que parce que elle a fouille et que vous pouvez donc la jouer pour 2 mana. L'autre concept dont il faut qu'on parle, c'est le concept de midrange. Un deck midrange, qu'est-ce que c'est ? On dit souvent, avant on appelait ça un aggro-control. Voilà. Et là, j'entends les gens qui grincent des genoux et qui disent oui, j'étais là, voilà. Ah, les joueurs de Jund, à l'ancienne. Les aggro-contrôles, on les appelait comme ça parce que ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'était agresser et contrôler. La différence, c'est que les decks midrange étaient assez bons pour faire durer la partie en général. Parce que y avait énormément de decks midrange qui étaient des decks d'attrition. La grosse différence, je crois, entre les decks tempo et les decks midrange, c'est que les decks midrange se caractérisent beaucoup par le fait de jouer ce qu'on appelle des 2 pour 1. Des cartes qui
oui, vous prenez pas le temps de piocher nécessairement, mais au fur et à mesure que vous jouez vos cartes, vous êtes en train de battre votre adversaire au niveau du card advantage et de la value. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est ni un aggro, ni un gros contrôle, ni un mid-range non plus. Parce que souvent, les cartes de tempo vont être des cartes qui ont un coût de mana souvent réduit. Parce que le but de tempo, contrairement à mid-range, c'est pas de jouer une carte par tour qui va faire une ou plusieurs choses à la fois. C'est de jouer plusieurs sorts par tour. C'est là où tempo veut gagner. C'est que tempo, lui, il a envie de jouer une bête et la défendre après dans le même tour. Là, au mid-range, il va souvent avoir des créatures et des sorts peut-être un peu plus chers, mais qui font plus de choses, qui sont un peu plus lents, mais qui effectivement tiennent potentiellement mieux dans le temps, vont gagner des points de vie. Il y a des bêtes qui vont faire piocher, qui vont détruire une bête adverse, poser une bête quand elles se font gérer, etc. En fait, pour moi, si on compare deux cartes, une carte de tempo et une carte de mid-range, alors évidemment, ça va être un peu caricatural, mais en fait, pour moi, le bon exemple, c'est comparer Delver et Cavru Langfeu. En fait, Delver, c'est, avec des guillemets, juste une 3 de vol pour 1. Alors, s'il y avait des 3 de vol pour 1, ce Ça a serait l'air joué. trop bien. Voilà, ça a l'air vraiment bien. Et il y a des conditions pour pouvoir la retourner, etc. etc. En fait, Delver, c'est fort parce que vous allez la jouer au premier tour de la partie et vous allez essayer de la retourner le plus vite possible et de commencer déjà à mettre des pions. Cavru Langfeu, on pourrait dire ça gagne tout le temps son duel contre Delver. Cavru Langfeu, c'est une 4-2 pour 4. Quand il arrive en jeu 4 blessures à une créature, Cavru Langfeu il ramène sa tête, paf, il explose Delver et vous avez une 4-2. L'adversaire il a plus rien. Le truc c'est que Cavru Langfeu ça arrive au tour 4 et que si vous vous faites contrer, vous avez passé votre tour 4 à rien faire. Delver au tour 4 il va peut-être jouer 3 cartes en fait. Et oui, il aura peut-être la main vide, mais lui il aura déjà résolu aller à vue de nez 8 spells, alors que vous en aurez peut-être résolu 3 ou 2. Et peut-être que vous les aurez même pas résolus, vous allez peut-être juste lancer. C'est ça l'essence de tempo. À la fin de la partie, une bonne game de tempo, vous avez la main vide, mais votre adversaire il est mort. Voilà. Et c'est là où ça rejoint beaucoup aggro malgré tout. C'est juste que les parties vont être un petit peu plus lentes avec tempo, parce que tempo, il va acheter du temps. Chaque carte qu'il va jouer, qui n'est pas là pour rentrer des dégâts, elles sont là pour gagner le temps nécessaire à ce que vos menaces puissent, elles, rentrer les dégâts. Chose que aggro a beaucoup plus de mal à faire. Mais pourquoi jouer tempo alors ? Pourquoi pas jouer aggro ? Le gros avantage de tempo, c'est que dans une méta un petit peu plus lourde, donc la plupart des decks tempo jouent bleu, ça va être extrêmement fort de pouvoir jouer des contres, et globalement beaucoup de permissions, qui vont justement faire un gain de tempo gigantesque. Une méta où tempo est forte, c'est une méta où votre adversaire il va s'engager sur des plays, il va commit, et vous allez le punir très fort. Une méta où on joue des Vras à 5 mana et où vous avez Spell Pierce, donc perce sort pour un bleu, contrecarrer le sort de nos créatures ciblées, à moins que son contrôleur ne paye 2 mana. En fait, une méta avec des Vras à 5 mana, s'il y a perce sort dans ce format, tempo sera probablement très fort. C'est ça, c'est que du coup tempo en fait, c'est un peu prendre le pari d'être un peu moins agressif pour gagner énormément en défensif. Là où aggro, si la personne en face a une très très bonne réponse, qu'aggro a du mal à gérer, ça va être très très compliqué. Donc c'est un peu ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Winnie White, mono blanc, c'est un peu tempo. Hein. Ça dépend beaucoup de l'époque, c'est-à-dire que quand tu regardes par exemple les decks un petit peu tribaux, humains, avant qu'en moderne on y ajoute du bleu et notamment Reflector Mage qui a été hyper important pour justement passer les listes plus tempo, on était sur un pur deck aggro, c'est-à-dire on était sur je vais jouer mon champion de la paroisse, je vais jouer mon lieutenant de Talia, mon objectif ça va être de jouer des humains, faire grossir mes humains, je vais tout droit, et j'essaie de gagner la partie avant que mon adversaire il joue sa Vras. S'il joue une Vras, idéalement je vais essayer de rejouer des créatures. Talia, ce qui est bien, c'est qu'elle dit que la Vras elle coûte un mana de plus, donc elle arrivera un tour plus tard, etc. Et ensuite, il y a eu l'ajout des cartes comme Mage Réflecteur qui disent en fait, je vais te renvoyer ta créature dans ta main, tu pourras pas la rejouer au prochain tour, etc. etc. Et ça, c'est exactement le gameplay de tempo. Mage Reflector, Spell Queller, Skyclave Apparition, toutes ces cartes-là, pour moi, je les vois un peu en tempo. Alors, Skyclave, c'est un peu cher, mais globalement, ces cartes-là, pour dire que c'est pas que du bleu, mais effectivement, c'est quand même beaucoup du bleu. Si on regarde à travers l'histoire, j'ai l'impression que donc on a à l'époque de Lorwyn Alara, on avait le fameux deck Peuple Fée. À l'époque de Cicatrice de Mirrodin et Innistrad, c'est là où on a eu la naissance de Delver et donc des premiers decks Delver.
Si on regarde Ravnica Allegiance, on a eu le deck mono bleu qui donc jouait notamment des petites sirènes, les fameuses 1 pour 1 qui se Sirène sacrifient. Storm Tamer. Exactement. Incroyable. En fait, la particularité de ces decks à chaque fois, c'était d'avoir des menaces pas très chères qui permettaient de prendre le board progressivement. Et évidemment, quand on pense à Peuple Fée, oui, il paraît que Âpre-Fleur, c'est une bonne carte et que ça prend bien le board. Voilà, il suffit de la poser autour d'eux, et puis ensuite vous allez regarder votre adversaire, et pendant ce temps, vous lui contrez ses sorts, vous faites des cryptides commands, et puis vous jouez des petites farfadets de cafouille sorts, et puis c'est parti. Le but à chaque fois, c'est de se dire que peut-être que vous gagnerez pas si la partie dure 10 tours, mais elle durera peut-être pas 10 tours. Voilà, c'est ça l'objectif. Maintenant que on a un petit peu défini tempo, j'ai l'impression que la question qui va nous intéresser, c'est pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça ? C'est parce que on va parler de tempo en cube. Et nous, notre objectif, ça va être d'essayer de discuter avec vous de comment est-ce qu'on peut permettre à tempo d'exister dans un cube, parce que c'est un macro-archétype qui est super fun, mais vous vous tromperiez en pensant que c'est extrêmement facile de le rendre viable. C'est un macro-archétype qui a besoin de cartes extrêmement spécifiques, et autant on parle beaucoup du fait, je sais pas ce que t'en penses, Bouche, mais si on regarde Red Deck Win, c'est un archétype qui a besoin d'une densité de bonnes créatures à un mana assez importante. Et souvent, une discussion que l'on peut voir sur des forums, sur des Reddit ou quoi que ce soit, pour faire des remarques sur les cubes des gens qui débutent, c'est « Ah, t'as pas un vrai deck aggro dans ton cube parce que t'as pas assez de drop 1 ». De la même manière que Red Deck Queen, il a besoin d'avoir certaines densités d'effets, certaines densités de cartes, je vous assure que tempo, c'est la même chose. Si vous voulez avoir un deck tempo, vous allez avoir besoin d'avoir certaines cartes qui remplissent certains rôles, et si vous les avez pas, ce sera pas viable. Déjà, ce que je te propose, c'est que on essaye de faire un petit peu l'inventaire des différents types de decks tempo, parce qu'en fait, tous les decks tempo se ressemblent pas forcément. Je me disais que ce serait intéressant de rapidement parler un petit peu des différents types d'archétypes tempo qui existent, parce que dans l'histoire de Magic, on construit notamment, il y a eu plusieurs manières d'aborder l'archétype, et je trouvais ça intéressant de les différencier parce qu'elles n'ont pas du tout le même style de jeu, même si elles partagent le fait d'être des archétypes tempo. Ok, dans ce cas-là, on peut commencer par un des pionniers un peu du deck tempo en construit. Il y avait Delver, qui d'ailleurs est toujours un peu présent, je crois. Je ne suis plus trop la scène compétitive, mais je crois qu'il y en a toujours en Legacy. Même si, il a pris un sacré plomb dans l'aile, l'archétype Delver en lui-même, tempo, il a vraiment connu des hauts et des bas. Il y a un moment, il a un peu fusionné avec l'archétype Reanimator. Mais en tout cas, oui, on parle de l'archétype Delver, qui est donc hérité du deck standard qui était à l'époque d'Innistrad. Et où l'idée, c'est tu joues une petite créature, 2 éventuellement, rarement plus. Et ton but, ça va être de les protéger jusqu'à la mort, pendant qu'elles mettent les pions 3 par 3, voire plus par plus. Ça dépend de la créature. Moi, de mon point de vue, c'est celui que je vois un peu le plus contrôle, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va se baser sur très très peu de créatures qui vont être jouées très tôt. Donc contrairement à Control, qui lui va jouer une grosse créature ou un threat inéluctable plus tard, le but de tempo, là, dans ce cadre-là, c'est d'avoir un Delver très tôt et après de le protéger. Donc d'avoir un maximum de protection. Donc des sorts, des contre-sorts, mais aussi des sorts de protection, donner l'exproof, donner potentiellement l'indestructible, ce genre de choses. Pas forcément tout ça pour Delver, mais dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, quand on regarde historiquement Delver, donc Delver, c'est toujours une base bleue, toujours, mais la couleur qui l'accompagne, elle a pas mal varié. Quand le deck était en standard, c'était du blanc, parce que notamment, ça te permettait d'avoir accès à la carte Geist de Saint-Raft, qui était vraiment le Delver aux hormones, c'est-à-dire c'est une créature qui a défense talismanique, l'adversaire peut pas la détruire, donc il suffit de s'assurer qu'elle puisse passer, et vous allez mettre les pions 6 par 6, et ça tue extrêmement vite. C'est ça. Alors quand on parle de Delver, je sais pas si on l'a dit, mais c'est Delver Secrets, sondeur des secrets. Effectivement, et maintenant il y a la version un peu édulcorée avec la grenouille psychique, je crois, Psychic Frog, qui est sortie il y a quelques années, que j'ai moi-même pu jouer en Dimir tempo ce coup-ci. Donc là, c'est un peu le même principe, et Frog, c'est une carte qui fait plusieurs choses à la fois, qui va très bien dans un shell un peu... C'est une jolie manière de le dire, oui. Ça va bien dans un shell un peu réanimator. Et voilà, le but, c'est vraiment protéger la carte. Et moi, quand je jouais ce deck-là, le but, c'était d'essayer de mitiger un peu l'agression de l'adversaire. Et puis, dès qu'il y avait une petite place pour pouvoir et jouer la Frog ou un Delver et la protéger dans le même tour, c'est là que c'est parti. En plus,
Grenouille, c'est particulier parce que de toutes les cartes dont on a parlé, c'est la seule qui a la capacité de faire du card advantage. C'est-à-dire que, contrairement aux autres, qui leur avantage, c'est elles sont extrêmement mana efficient pour coller des dégâts. Là, la particularité, c'est que parfois, en début de partie, la grenouille, elle va peut-être pas mettre beaucoup de dégâts, mais le fait qu'elle continue à remplir la main, ça fait que vous ne vous essoufflez pas. Et donc, ça vous évite d'avoir un des plus gros problèmes de tempo, qui est qu'au bout d'un moment, parfois, d'ailleurs, c'est les parties que vous perdez, hein, souvent, ce qui se passe, c'est que tempo, vous allez vider votre main et vous n'avez pas réussi à tuer l'adversaire. Et alors là, en général, c'est foutu. Si jamais votre adversaire il est trop haut en points de vie et que vous n'avez pas encore réussi à le tuer, que vous n'avez plus de cartes en main, bah, vous y arriverez probablement jamais. C'est ça, tempo, c'est vraiment le... J'ai envie de dire, il faut un peu que ça s'aligne dans la manière dont sont jouées et piochées les cartes. Si vous avez pas les bonnes cartes au bon moment, ça peut être très rude. Par exemple, un Spell Pierce ou Chic Note de Force, ces cartes-là, quand elles arrivent à la toute fin, au lieu d'être là au début, ça peut être dramatique. Tu parles de Grenouille, mais il y a une carte qui est apparue avant Grenouille. Justement, tu parlais de ton deck de moderne de l'époque, ton deck de cœur, qui était donc Izzet Murktide. Mais en fait, on n'a pas parlé de la canaliseuse de la rage du dragon, qu'on appelle affectueusement DRC pour Dragon Rage Channeler. En fait, DRC, ce qui est intéressant avec elle, c'est que contrairement à la frog, elle fait pas du card advantage, mais elle fait de la card selection. C'est-à-dire que elle, à chaque fois que vous allez lancer un sort de créature, vous allez pouvoir surveiller un et un petit peu creuser. Et comme Delver, c'est une créature qui va avoir le vol une fois que vous aurez le Delirium et qui a coûté un seul mana et qui met 3 par tour. Elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue amener le rouge. Et on l'a déjà vu par le passé, d'ailleurs UR Delver, donc bleu-rouge Delver en Legacy, ça a été un vrai archétype pendant un moment, notamment parce que à partir du moment où vous avez pu commencer à avoir suffisamment de petites bêtes agressives, Foudre, c'est une excellente carte parce que c'est une carte qui peut faire un removal, mais c'est aussi une carte agressive. Bah, du coup, on a pu avoir des decks IZ comme ça un petit peu tempo. Donc c'est intéressant de voir, c'est que Delver, ça a toujours eu une base bleue, mais par contre, la couleur qui l'accompagnait, elle a pas mal changé. En Legacy, il y a même eu des variantes tricolores où on jouait Grixis Delver, donc la seule couleur qu'on jouait pas parmi celles qu'on a citées, c'est le blanc, pour justement essayer de bénéficier de tous ces effets-là. Donc vous pouviez jouer des RC et Delver et machin, enfin voilà, ça vous donnait vraiment accès à pas mal de ces bonnes cartes, donc vous aviez vraiment la plus haute carte quality. Bon, par contre, évidemment, vous étiez plus vulnérable à de la hate, à des problèmes de couleur, mais c'est une des grandes forces du Legacy, c'est que vous êtes en général hyper stable. Ce qui est très fort avec Delver en Legacy et les vieux formats comme ça, c'est qu'ils sont accompagnés de cartes gratuites au sens de mana. Quand vous pouvez poser des threats et en même temps potentiellement les défendre, c'est tout le but du tempo. Et là, du coup, avoir des Force of Will ou des hébétudes, donc Days en backup, c'est incroyable. Moi, en moderne, j'avais pas accès à ça, mais par contre, j'avais accès à des Spell Pierce, donc Perce Sort et Manalik. Non, pas Manalik, pardon, Contre-Sort. Oui, mais... c'est vrai que maintenant, il y a Contre-Sort moderne. Tada. Voilà, effectivement. Donc, qui n'est pas aussi mana efficient, malheureusement. Mais bon, c'est tout ce qu'on a. Il y a une chose que tu as dit avec laquelle je suis qu'à moitié d'accord, c'est justement la question de à quel point est-ce que c'est un archétype plus contrôle que d'autres archétypes tempo. En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est l'archétype qui va jouer le moins de menaces dans son deck, en quantité. Comme votre objectif, c'est de mener votre menace au bout, c'est vraiment de dire votre petite créature, vous allez vraiment la protéger envers et contre tout, vous allez essayer qu'elle mette les 21 points, les 20 points. Souvent on compte par multiple de 3 quand on joue Delver, mais donc de mettre les 20 points toute seule. Mais le truc, c'est que certes, vous avez du coup énormément d'interactions à côté pour protéger votre bête, mais la réalité, c'est que vous devez passer par le champ de bataille pour pouvoir gagner. Et par le champ de bataille, j'entends dans la zone de combat. Il faut aller dans la red zone. Votre objectif, c'est d'aller bourrer. Et ce que ça fait, c'est que quand bien même, effectivement, vous êtes peut-être la version de tempo qui a le plus de sorts, le plus d'interactions, et bien en fait, malgré ça, vous devez quand même vous concentrer sur des aspects qui justement sont beaucoup plus l'apanage des decks aggro et des decks mid-range, c'est-à-dire comment faire pour vos créatures, elles puissent passer. On parle de Geist de Saint-Traft, Geist de Saint-Traft, ça va pas pouvoir se prendre un removal adverse, ou en tout cas, il y en a très peu qui peuvent tuer une créature avec la défense talismanique. Par contre, si votre adversaire il a joué un Grizzly Bears, en fait, le Grizzly il va juste bloquer Geist, et Geist il va mourir. Votre objectif, c'est de vous assurer que l'adversaire il n'ait pas de bloqueur, et donc c'est là où je trouve que c'est pas un pur deck contrôle dans tous les cas. Après, c'est pas ce que tu disais, tu parlais de lequel est le plus contrôle, parce que en fait, il veut attaquer, et donc il va avoir des réflexions justement comme des decks qui cherchent à passer par la phase d'attaque.
Ok, moi je le voyais vraiment contrôle parce que notamment dans Dimir Tempo, ça joue quand même pas mal d'anti-bet et de la défausse sélective, ce que moi j'associe plus à du contrôle parce que c'est plus dans le cadre du 1 pour 1 que du je gagne de la tempo. Voilà. Mais effectivement, il y a. Donc là, on peut passer au Spellslinger. Là, effectivement, Spellslinger, c'est un autre archétype tempo, mais qui lui, effectivement, n'a pas forcément besoin de passer par la phase de combat, parce qu'il va jouer des cartes comme Gobelin des rues ou des Young Pyromancer, donc lui passe par la phase de combat, mais il y a des cartes comme ça qui récompensent. Donc le Spellslinger, c'est le fait de jouer plein de petits sorts et d'être récompensé par le fait de jouer ces petits sorts. Comme Gobelin des rues qui va vous récompenser quand vous jouez un sort d'éphémère ou de rituel en infligeant des blessures à l'adversaire sans que vous ayez à passer par la phase de combat. Du coup, c'est souvent, alors pas toujours, mais extrêmement souvent, c'est des decks à base de bleu et de rouge. Le bleu, encore une fois, pour la permission et pour la capacité à pouvoir protéger vos menaces. Encore une fois, votre Gobelin des rues, c'est une 2-2 pour 3. C'est hyper vulnérable, ça meurt sur un choc. Si vous n'êtes pas en mesure de le protéger et de contrer le removal adverse, toute votre stratégie, elle tombe à l'eau. Alors qu'à l'inverse, si jamais votre adversaire il tente de tuer votre Gobelin des rues, vous dites je contrecarre ton sort, et en plus, comme c'est une rimande, et ben du coup, je vais piocher une carte, te rendre ton spell, tu pourras réessayer de le tuer au prochain tour, mais en faisant ça, je t'ai mis de dégâts. Ben c'est comme ça en fait que la stratégie, elle rentre en place. Tu parlais justement de jeunes pyromanciens, c'est exactement la même chose. C'est vous allez comme ça mettre une petite armée de bloqueurs, votre adversaire il va avoir du mal à vous attaquer, c'est facile de vous défendre, mais là où, contrairement à un deck contrôle, encore une fois, là où vous n'êtes pas un vrai deck contrôle, c'est que vos menaces elles sont pas chères, elles arrivent vite, elles sont vulnérables, mais l'autre truc, c'est que vous pouvez être assez agressif. Si votre adversaire ne se défend pas, vous allez le tuer vachement vite. Et c'est ça la force des decks tempo. C'est que souvent, contre des decks un peu lents, c'est là où ils brillent, où ils sont extrêmement forts, parce qu'ils vont prendre l'adversaire de vitesse. L'adversaire n'a pas le temps de s'installer, et vous êtes déjà à avoir 3-4 petites 1-1 avec votre jeune pyromancien. Vous êtes en train d'attaquer à chaque tour, et là on retrouve les patterns un petit peu à la... on parlait d'âpre-fleur en Ferry, mais voilà, le pattern Bitter Blossom de la partie elle dure et j'ai de plus en plus de créatures. Je sais pas à quel point tu les mettras en tempo ou agressif pur, mais je pense à des cartes qui notamment coûtent, qu'on peut payer par de la vie et pas par du mana, et qui sont des interactions type Spellslinger, mais avec plutôt des créatures de type prouesse, ou des buffs de... Par exemple, si j'attaque avec mon Delver et que je lui fais j'ai perdu le nom, croissance mutagénique, par exemple, je vais la renforcer en n'ayant pas payé de mana, en ayant par contre dépensé une carte. À quel point, je sais pas, toi tu vois ça comme de l'aggro ou du tempo. Pour moi, c'est un savant mix des deux, c'est-à-dire que ça peut un peu rentrer dans les deux, mais voilà. Il y a aussi ce que moi j'appelle Spellslinger, mais plus côté je renforce mes bêtes, mais voilà, c'est un peu de la tempo aussi. En fait, prouesse, c'est l'archétype aggro qui parfois va donner l'impression qu'il joue un peu tempo parce que vu qu'il va bénéficier du fait de jouer des sorts, donc la prouesse c'est le fait qu'à chaque fois que vous jouez un sort non créature, votre créature elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bah forcément, si vous dites avant d'attaquer, je fais removal sur ta bête, ça buff mes bêtes, je te mets plus de dégâts, ça s'apparente un petit peu à un deck tempo. De la même manière, c'est difficile de parler de tempo quand on peut pas évoquer, à l'époque justement de Khans of Tarkir, quand il y avait Mentor du Monastère, voilà, c'est une créature où l'idée c'était, alors que vous êtes en train de jouer votre plan de jeu, vous êtes en train de faire grossir votre board et petit à petit comme ça vous allez prendre le contrôle du champ de bataille alors que votre adversaire il essaye désespérément de jouer ses cartes mais vous le ralentissez, vous lui renvoyez dans sa main, etc. Et si on pense à des cartes plus récentes, on a évidemment Cory Steelcutter qui est complètement busted, qui a fait sa place dans énormément de formats et qui rentre encore une fois dans cette logique de pourquoi est-ce qu'il y a le making de Flurry, le fait de lancer 2 sorts par tour, c'est parce que le principe de tempo, c'est que vous allez jouer plein de petites cartes pour essayer, de venir gratter de l'avantage, même si vos cartes individuellement, elles sont un petit peu moins fortes. C'est un petit peu différent d'un vrai archétype tempo, dès lors que votre objectif, ça va être de tout mettre dans la gueule de l'adversaire, ça c'est sûr. À partir du moment où vos sorts, ça va pas être des interactions avec l'adversaire, mais c'est des interactions dans son visage, forcément, ça y ressemble moins. Mais je pense que tu as bien fait d'en parler parce que en fait, la frontière, elle est un petit peu mince et il y a des decks prouesses qui ressemblent beaucoup plus à des decks tempo parce que justement ils vont être un petit peu moins agressifs, un petit peu moins all-in, et des decks prouesses qui eux sont de véritables decks agressifs. On pense à Azored, à aucun moment ce deck c'est un deck tempo, l'objectif du deck c'est juste de tout mettre dans la tête,
Pourtant, il a des caractéristiques justement de ces decks qui veulent jouer et des créatures et des sorts pour essayer d'avoir un peu des synergies, mais c'est pas l'objectif du deck. Ça se différencie effectivement, je pense, par ce qu'on disait au début. Un deck agressif, globalement, tous ses sorts, c'est pour te les mettre dans la tête ou sur le terrain. Là où un deck tempo, il va aussi y avoir des sorts qualitatifs de défense ou de card selection, de tempo, de renvoyer une carte en main, etc. Spellslinger, pour moi, c'est lui que j'aurais eu intuitivement le plus affilié à un rapport plus contrôle à la partie. Mais effectivement, pas parce que c'est forcément celui qui va jouer tout le temps le plus d'interactions, même si en fait, il en joue énormément. C'est juste parce que c'est celui qui va avoir le plus tendance à temporiser. C'est-à-dire, en fait, ma créature, elle est là, elle est en train de gagner de la value avec le temps. Et donc, un petit peu comme un deck contrôle, plus la partie avance, plus je suis avantagé. C'est notamment grâce à des cartes comme Jeune Pyromancien qui vont créer du board en fait quand la partie avance. Pour autant, on en a parlé, c'est pas des vrais decks contrôle, déjà parce que s'ils se prennent une vrasse, ils sont très mal. Et encore une fois, leur objectif c'est ils vont devoir essayer quand même que la partie elle se termine à un moment parce qu'ils auront pas des cartes à 6 mana qui vont écraser la partie. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a aucune carte en tempo qui seule est extrêmement forte. C'est une association de cartes et de jouer au bon moment qui font que c'est un deck tempo et qui fait que c'est très intéressant. Donc Spellslinger, en conclusion, c'est un archétype qui est un petit peu à part parce que c'est le seul qui va beaucoup moins vouloir passer par la phase d'attaque pour gagner la partie. Mais là où c'est souvent très tempo, c'est parce que le bleu, il partage 2 caractéristiques. La première, on l'a déjà dit, c'est il a de la permission. Mais bleu, c'est aussi la couleur des cantrips. Ces fameux petits spells à 1 qui vont faire piocher une carte et te donner de la sélection. Et donc, dans un deck qui valorise le fait de jouer des éphémères et des rituels, et à chaque fois que vous le faites, vous gagnez quelque chose, avoir une carte qui se remplace, c'est beaucoup trop fort. Il y a ça, et même ce qui rendait le deck très cool en moderne quand je le jouais avec DRC, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'aspect card selection, c'est-à-dire que chaque cantrip n'est pas juste un cantrip, il y a des triggers qui sont associés à chaque chose, il y a des choix à faire à chaque fois, et c'est ces petits choix qui font que le tempo est intéressant, c'est que c'est la somme de tous ces petits choix qui font la finalité, là où c'est peut-être des choix plus évidents pour contrôle par exemple, où là, il y a un gros threat, il faut le gérer. La Spellslinger, c'est prévoir à l'avance, voilà, qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir, qu'est-ce que je dois piocher, qu'est-ce que je... Bon. Le truc, c'est que tempo, t'as beaucoup plus de micro-décisions. Et comme t'as beaucoup plus de micro-décisions, c'est beaucoup plus facile de faire des erreurs. Mais à côté de ça, ces erreurs, elles vont souvent individuellement un peu moins te coûter. Alors, il y a des erreurs certaines qui sont extrêmement graves. Hein. Si jamais tu devais à ce moment-là gérer une menace, en fait, tu l'as pas fait et du coup, tu pourras plus le faire plus tard. Contrairement à un contrôle qui parfois pourra se permettre de le refaire plus tard parce qu'il a plus de souplesse en série removal, etc. Bon, ça, c'est des erreurs qui vous coûtent cher et qui vous vont perdre la partie quand vous jouez tempo. Mais vraiment, ce qui caractérise tempo et particulièrement les versions Spellslinger, c'est le fait que vous allez avoir énormément de petites décisions à plein de moments. Le séquençage de vos cartes est super important, encore une fois, pour la raison qu'on évoquait, qui est que vous allez souvent jouer 2 à 3 spells à chaque tour. L'autre archétype dont je pense que c'est important qu'on parle, c'est l'archétype, on va dire, plus créature avec des effets d'arrivée en jeu. Il y en a 2 qu'on a vraiment vu dans l'histoire, donc c'est Esprit et Humain. Humain qui a été pas mal joué en moderne. Esprit, c'est un très bon deck de pionnier, hein, si je dis pas de bêtises, et ça peut-être même été joué en moderne, mais ça, pour le coup, j'ai des doutes. En gros, le principe de ces decks, c'est que vous allez vous appuyer sur des créatures qui, quand elles arrivent en jeu, vont contrer un spell, bouncer une créature. Pour moi, l'archétype vraiment de la créature de ce genre de deck, c'est Physalie. C'est une 2-2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, elle te renvoie une créature dans la main. Et l'idée, c'est que vous allez cumuler plein de bêtes comme ça, si possible avec des synergies tribales qui vont justement faire que plus la partie avance, plus c'est difficile d'enrayer votre stratégie parce que vos créatures, elles se renforcent les unes avec les autres, etc. Et du coup, au moment où l'adversaire, il va enfin pouvoir résoudre ses cartes, c'est bon, vous n'avez plus d'interaction. Le problème, c'est qu'il est mort en fait, parce que votre board, il est déjà énorme. Et donc, à moins d'avoir une vrasse, il ne pourra pas faire grand-chose. Et vous, petit coquinou que vous êtes, c'est fort probable que vous ayez des réponses aux vrasses. Soit parce que vous avez quelque chose à sacrifier qui va rendre votre board indestructible, soit parce que vous aurez un contre dans la main, etc. etc. Et en parlant de ça, je crois que tu ne l'as pas mentionné, mais il y a les merfolk, les ondins, qui sont très très forts là-dedans, parce que tu as parlé des esprits et des humains avec des créatures type mage réflecteur.
Quand tu parlais un peu de Go Wild, en mode on pose des petites choses, on tempo, puis à la fin c'est dur à gérer, ça c'est très très typique aussi des ondins qui sont très très forts là-dedans. Oui, notamment parce que les ondins, ils vont bénéficier d'un truc dont on va parler juste après, quand on parlera du dernier un peu archétype tempo, mais c'est le mana denial, c'est le fait de s'attaquer à la base de mana de l'adversaire, et ça c'est super important dans certaines stratégies de tempo, c'est-à-dire que votre objectif avec tempo, c'est que votre adversaire il joue pas au jeu. Bon, c'est pas très gentil dit comme ça, mais néanmoins c'est le but de votre deck, hein. Le but de votre deck c'est mettre des menaces rapidement et empêcher l'adversaire de dérouler son propre plan de jeu. L'idée c'est que il y a deux manières de le faire. Soit vous dites, quand il joue une carte, bah non. Soit, le mieux, c'est qu'il joue pas de carte. Voilà. Et c'est là où on a du coup notre quatrième un peu archétype. C'est l'archétype Death and Taxes, qui est un très vieil archétype, qui nous vient du Legacy. Et tout le principe, c'est que vous allez jouer des petites créatures. Alors, il y a 8-Beer aussi dont on pourrait parler, qui est un peu lié à ça, il y a un peu ce côté-là. Donc 8-Beer, ça vient de beer parce qu'on parle de Grizzly, donc c'est des petites 2 pour 2, et 8 parce que chacune de ces créatures, elle va avoir un effet qui va venir hate l'adversaire, qui va venir lui nuire sur un aspect de sa stratégie. Et en général, dans votre réserve, vous avez d'autres créatures qui vont un petit peu s'adapter au plan de jeu de l'adversaire. Ah, finalement, il joue des artefacts, je vais rentrer mes Kateki. Ah, finalement, il fait ça, je vais rentrer mon collector ouf, etc. etc. Oui, décidément, j'aime vraiment pas les artefacts, il faut croire. Le concept de ces decks-là, c'est que c'est de très loin les decks qui vont agresser le moins vite. Alors que pour autant, c'est pas forcément les decks les plus contrôle, mais c'est juste qu'ils vont tuer lentement. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, leurs menaces sont pas, comme Delver, extrêmement efficaces. Leurs menaces sont plus lentes. En fait, souvent, vous allez payer 2 mana pour une créature qui a 2 de force, alors que Delver, c'est 1 mana, 3 de force. Voilà, c'est incomparable. Mais le truc, c'est que vous allez jouer des Thalia qui disent que les sorts non créatures coûtent plus cher. Vous allez jouer des Port Rishadan qui vont engager les terrains de l'adversaire. Des terres dévastées pour lui dire que non, on va vous les détruire vos terrains parce que vous vous en servez un petit peu trop, je trouve, etc., etc. Et le cumul de tout ça fait que l'adversaire, il est dans l'incapacité de jouer ses cartes parce que vous lui retirez de la mana, vous faites que ses cartes coûtent plus cher, vous le ralentissez, vous pouvez même parfois avoir des petits comptes, des petites gestions, vous avez des removals pour les quelques cartes que l'adversaire réussira à passer, et vous, comme la majorité de vos cartes sont des créatures, petit à petit, vous mettez des dégâts. C'est ça, et notamment dans l'archétype Death and Taxes, alors que je ne connais pas trop, mais c'est principalement les mots-clés sur les créatures qui sont importantes. Et vraiment, selon le metagame, ça va être est-ce que les mots-clés les plus importants, ça va être indestructible ? Est-ce que ça va être protection, les sorts coûtent plus cher ? Est-ce que ça va être gérer les bêtes adverses ? Voilà, c'est un peu la version mid-range, mais avec des petites bêtes. Le but, c'est pas comme midrange de jouer une grosse bête de temps en temps, c'est vraiment plein de petites bêtes qui ont des effets qui, sur le papier, quand on lit, on se dit oh, c'est un peu dérangeant. Mais en fait, quand tout se cumule, on se rend compte que c'est dur à passer outre et que chaque petite bête, en fait, rajoute son grain. Et du coup, c'est excellent, mais c'est vraiment là où l'adversaire peut le moins jouer finalement. L'adversaire a l'impression d'avoir le temps de pouvoir jouer, mais il va pas finalement pouvoir jouer tant que ça. En plus, c'est des decks qui vont jouer des cartes comme Armageddon. C'est vraiment le genre de carte où vous allez à un moment verrouiller la partie. Vous allez dire non, en fait, là tu joueras plus jamais. Et j'ai gagné du temps, là voilà, j'ai peut-être 3-2-2 sur le board, mais toi t'as rien. Et la partie elle est finie. C'est un archétype qui souvent a une très très grosse base blanche, souvent mono blanc. Parfois vous pouvez jouer en plus un petit peu de noir, voilà, il y a différentes variantes. De toute façon c'est un archétype, vous pouvez le faire un petit peu comme vous voulez. Mais c'est aussi un deck tempo dans le sens où son objectif ça va être de petit à petit gagner de l'avantage sur la partie. Pas parce qu'il va faire des 2 points, non, pas du tout. Ces cartes sont plutôt mauvaises en fait, individuellement. Sauf que à chaque fois, c'est une épine en plus, un fardeau en plus. Et au bout d'un moment, votre adversaire, il peut plus bouger. Peut-être que ce qu'on a dit, c'est pas parfaitement exhaustif, mais on a fait un petit peu le tour des grands archétypes tempo qui peuvent exister et qui se jouent vraiment, vraiment pas de la même manière. L'objectif, pour nous, maintenant, ça va être de discuter de comment faire en sorte que ces archétypes, vous puissiez les intégrer dans votre cube. Concrètement, maintenant que vous savez mieux ce que c'est que tempo, on va s'attarder sur comment faire en sorte que ces archétypes, vous puissiez les construire dans vos cubes respectifs. Puisque si jamais tout ce qu'on a dit, vous n'êtes pas en mesure de l'appliquer, ça ne va pas vous servir à grand chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que tempo, ça va avoir besoin de 2 types de cartes. On en a déjà parlé tout à l'heure.
ça va avoir besoin de menaces, ça va avoir besoin d'interaction. Le mot-clé important, le mot à retenir, c'est qu'elles doivent être mana efficient. Voilà. Est-ce que tu serais capable de noter un petit peu plus? Des sorts gratuits, par exemple. Vous voulez ma mort? Alors, effectivement, on va faire un petit topo sur les cartes gratuites. Les cartes gratuites, c'est littéralement les interactions qui, d'un point de vue de l'efficacité de mana, sont les plus efficaces du jeu. Puisque pour 0 mana, vous allez avoir un impact sur le board, sur la main de l'adversaire, bref, vous allez impacter la partie. Ce sont donc des cartes de tempo par excellence, des plays de tempo par excellence, et par carte gratuite, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Comme les créatures gratuites, Et qui on l'évoque. comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'idée c'est Force of Will, Fury, Endurance, Chagrin, Solitude, etc. etc. Le truc, c'est que ces cartes-là, elles sont évidemment extrêmement fortes dans Tempo, puisque ça va vous permettre et de jouer une menace ou une interaction, et d'avoir un autre sort en backup si jamais vous faites déborder, vous avez besoin de jouer un sort supplémentaire ce tour-ci. Néanmoins, je vais vous mettre en garde tout de suite. Pourquoi ? Eh bien, certes, ce sont des cartes qui sont excellentes dans Tempo, mais il y a d'autres decks dans lesquels elles sont extrêmement fortes, et contre un certain archétype en particulier. À ton avis, est-ce que tu as une petite idée ? Alors, j'ai une petite idée parce que du coup, un sort gratuit, s'il est bien pour protéger un truc qui coûte 1 ou 2 mana, j'imagine qu'il peut être bien pour protéger un truc qui coûte plus. Par exemple, en fait, le gros problème que vous allez avoir, c'est que les cartes gratuites, c'est super fort contre Tempo. Parce que vous, en tant que deck Tempo, vous n'allez pas pouvoir et gérer la carte que votre adversaire il a joué ce tour-ci, et gérer la carte gratuite qui va jouer dans le même tour. En fait, si votre adversaire il commence à faire comme vous, et à faire du multispell à chaque tour, vous n'allez pas vous en sortir. Les cartes gratuites, en plus, rentrent dans d'autres decks que les decks Tempo. Une Fureur, alors oui, je prends un exemple extrême, mais une Fureur, vous pouvez tout autant la jouer pour 5 mana que l'évoquer pour justement avoir le droit de faire une pyrokinésie et donc de faire 4 blessures réparties comme vous voulez sur le board de l'adversaire. Si votre adversaire il a réussi à jouer 2 Delver et que vous dites pour 0 mana je les tue, en fait le deck Tempo il a perdu et il va pas s'en remettre de ça. En conclusion, moi je vous incite à essayer de limiter au maximum les cartes gratuites dans votre cube si vous voulez permettre à Tempo d'exister. Au lieu d'aider Tempo, ces cartes vont plutôt avoir tendance à renforcer les outils contre ces fameux decks en donnant des solutions pour des decks plus mid-range ou en tout cas qui vont moins chercher à prendre de vitesse l'adversaire, de pouvoir s'adapter, s'ajuster et de pouvoir réagir à des plays plus rapides et plus tempo en sacrifiant des cartes de leur main pour rattraper la tempo perdue. Privilégiez plutôt les autres alternatives dont on va parler, qui, elles, auront moins facilement une maison dans d'autres decks, et qui surtout, lorsqu'elles seront jouées par d'autres decks, auront un effet beaucoup moins dévastateur et retourneront moins les parties. Dans un premier temps, déjà, on va pouvoir faire un petit point avec vous sur les menaces. T'en avais listé quelques-unes, il me semble. On va pouvoir donner des exemples de cartes, mais ça va vous permettre de comprendre ce qui définit une bonne menace pour un deck Tempo, et notamment les types de menaces que vous pouvez vous permettre de jouer dans vos cubes. Alors, oui, effectivement, on a parlé des différentes cartes qu'on avait pu voir dans dans des formats construits. Ça va être, j'ai envie de dire, toutes les petites bêtes. Globalement, ça va être des petites bêtes qui ressemblent à de l'aggro pour le côté agression, qu'elles soient récompensées soit par de la bonne défense, soit pour le côté spellslinger, soit le fait qu'elles ralentissent l'adversaire. Donc pour reprendre un peu des Talia, par exemple, gardienne de Thraben, ou alors la grenouille psychique, sondeur des secrets évidemment, les réflecteurs mages, Manovar. Donc toutes ces petites cartes qui n'ont pas forcément un coup de mana avec un body très efficient. C'est souvent des cartes qui n'ont pas des grosses statistiques, mais qui vont avoir assez couramment une petite évasion, souvent la menace ou le vol. Pour moi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand on a parlé des différents decks Tempo, mais pour moi, tu as abordé un sujet qui me paraît primordial, c'est la question de l'évasion. On l'a dit, les créatures de Tempo, une des choses qui les caractérise, c'est qu'elles coûtent pas très cher et qu'elles font beaucoup de dégâts pour leur coup de mana. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est que vous ne voulez pas dépenser beaucoup de ressources dans ces menaces, vu que votre objectif, ça va être de concentrer vos ressources sur le fait de défendre la menace que vous avez posée en début de partie. Du coup, qu'est-ce qui est le pire qui puisse vous arriver si vous êtes un deck Tempo ? C'est que votre adversaire, il essaye pas d'attaquer votre créature, mais il met juste de quoi la bloquer. Parce que oui, plus la partie va durer, plus ce sera facile de bloquer une 3-2. Mais du coup, une 3-2 vol, c'est beaucoup plus dur à bloquer, puisque si l'adversaire n'a pas de volante, il peut pas. Et du coup, vous allez vous concentrer sur gérer les créatures volantes de l'adversaire
pour qu'il puisse pas bloquer votre Delver. Et si jamais il a une 2-2 au sol sur le board, et du coup ce sera pas grave et vous pourrez la lui laisser. Tempo, beaucoup plus que Control, va devoir choisir les cartes qu'il va gérer et les cartes qu'il va laisser passer. Donc, une carte avec de l'évasion, ça vous assure beaucoup plus facilement de continuer à mettre en place votre plan de jeu et pas qu'il se fasse complètement paralysé par un bloqueur adverse. J'ai envie de dire, dans cette veine-là, un peu toutes les petites féeries, tous les petits oiseaux, un peu des 1-1 pour 2 ou 2-1 pour 2 ou pour 3, qui se jouent avec le flash en fin de tour, qui ont un effet de scry ou de bounce une créature en main. Ça, c'est typiquement bon pour Tempo, parce que vous avez aussi le choix de... C'est toujours intéressant dans Tempo d'avoir le choix, soit de rester en défense, soit d'agresser. Et du coup, les bêtes qui peuvent se jouer en fin de tour adverse, par exemple, ça c'est toujours très intéressant dans Tempo. Vendilion Clique est très très fort dans ce genre de deck, parce que justement, il y a le choix de poser un threat, mais un peu quand on veut. Même si la bête peut... ça paraît pas, mais 3 manas, ça coûte cher en Tempo. C'est une carte qui coûte un peu cher, mais voilà, qui est très intéressante à jouer. Ou alors des cartes qui vont cumuler, comme on le disait, des interactions et un body agressif. Brazen Borrower, l'autre peuple fée qui coûte 3, c'est un très bon exemple. Vous avez un bounce à 2 mana qui peut gérer un permanent, justement quelque chose qui vous empêche d'attaquer, ou alors la créature qui a été jouée par votre adversaire, soit pour bloquer, soit juste pour commencer à vous mettre vous aussi de la pression. Vous lui renvoyez, ensuite vous pourrez jouer une 3-1 vol. Oui, elle est pas très bien pour bloquer, mais en fait c'est pas grave. Votre objectif c'est pas qu'elle bloque, votre objectif c'est qu'elle attaque. Delver, c'est un cas un peu particulier, je pense que c'est bien qu'on en parle. Autant DRC, c'est un peu plus facile, je trouve, à faire marcher. Alors le Delirium est un petit peu plus dur à activer qu'on construit, mais vraiment, si votre deck est correctement construit et que votre cube a plein de permanents différents, ça devrait pas trop poser problème. Mais Delver, je sais pas si vous avez remarqué, il est pas joué en moderne actuellement. Il est pas joué en moderne parce qu'il y a 2 cartes qui sont absentes du moderne. Et ces cartes, c'est Brainstorm et Ponder. Contemplation et remue-ménage. En fait, l'idée, c'est que ces cartes vous permettent de stabiliser votre Delver en vous aidant à mettre la carte que vous voulez sur le dessus de votre deck et donc être sûr d'activer votre Delver. Vous augmentez drastiquement les chances d'avoir votre Delver actif au tour 1 ou au tour 2. Enfin, au tour 2 ou au tour 3 plutôt. Et quand c'est pas le cas, et que Delver reste une 1, 2 ou 3 tours, vraiment là vous êtes très très mal en tant que deck tempo. Parce que vous pouvez pas vous permettre d'attendre 3 tours. Votre créature, vous en avez besoin maintenant. Ce que ça veut dire, c'est si jamais vous incluez des cartes comme Delver, vous allez vraiment avoir besoin d'une densité de cantrip dans votre cube qui vous permettent de contrôler la carte du dessus de votre deck. Par exemple, Opt et Consider sont des très mauvais cantrips pour votre Delver. Puisqu'en fait, vous allez toujours piocher votre carte après avoir regardé la carte que vous avez posée. Donc, peu importe que vous l'ayez laissé dessus ou enlevé, dans tous les cas, vous ne connaissez plus la carte dessus de votre deck. Ponder et Brainstorm sont évidemment les meilleurs, mais Visionner du Sérum reste beaucoup plus efficace qu'un Preordain, par exemple, pour pouvoir faire le même travail. Preordain, ça peut marcher. Mais c'est pour vous expliquer à quel point, si vous voulez avoir Delver dans votre cube, il faut que vous puissiez le soutenir. Toutes les cartes qui vont vous aider à manipuler le dessus de votre deck en connaissant la carte qui est dessus seront évidemment extrêmement importantes. Mais n'oubliez pas que Delver, c'est une carte qui doit être jouée au premier, au deuxième ou au troisième tour pour pouvoir faire quelque chose. Si jamais vous avez des choses qui vous permettent de contrôler le dessus de votre pioche au tour 4 ou 5, c'est un peu tard. Ouais, moi perso, j'adore Delver, j'adore le sondeur de secret, mais en limité, j'ai un peu du mal parce que je trouve que c'est une carte qui, pour être bien, il faut qu'elle soit là très très tôt et il faut avoir le setup ou la chance d'avoir la carte qu'il faut dessus, sachant qu'en limité, c'est dur de faire des decks avec majoritairement des éphémères ou des rituels et du coup, voilà, je trouve que c'est pas une carte incroyable en limité. Après, c'est une carte très très cool, hein, donc ce que je veux dire par là, c'est que moi, si je devais travailler autour d'un Delver, bon, je rentrerais peut-être pas que des cartes qui sont faites pour Delver parce que Delver, je dirais que c'est pas la carte. C'est une carte emblématique, mais je dirais que c'est plus intéressant de travailler sur des cartes autour de DRC par exemple, ou des Young Pyromancer, Gobelins des rues. L'avantage, c'est que toutes les cartes que je viens de dire, justement, vont marcher avec ces cartes-là. Et c'est là où il faut que vous soyez vigilant. C'est-à-dire que vous pouvez inclure Delver, mais je suis assez d'accord avec Benjamin. Si jamais vous voulez inclure Delver, il va falloir rentrer toutes ces cartes-là, mais partez du principe que votre joueur, il n'aura pas toujours Delver au premier tour. Vous devez donc avoir des remplaçants. Bon, DRC, c'est vraiment le meilleur remplaçant, mais mine de rien, vous pouvez aussi jouer, justement, on parlait de la petite sirène Stormtamer, donc justement, cette petite 1-1 pour 1 qui peut se sacrifier pour pouvoir contrer un sort. Vous avez Curse Catcher qui fait un petit peu la même chose. Bon, le défaut de Curse Catcher, c'est que lui, il n'a pas le vol. C'est vraiment, vraiment beaucoup moins bien.
Mais des petites bêtes avec de l'évasion, ça va vous aider vachement à mettre en place votre plan de jeu justement qui consiste à mettre des points dès les premiers tours. Pour autant, si jamais toutes vos créatures ne sont pas des DRC et qu'elles ne sont pas toutes des 3-3 pour un mana, il va vous falloir trouver un autre moyen de pousser les dégâts. Et c'est là où arrivent deux autres manières d'aborder le sujet, toujours au niveau des menaces. C'est soit vous assumez que vos menaces elles vont plutôt coûter 2 mana, ce qui est complètement ok pour un environnement de limité. Vous n'avez pas besoin d'avoir le power level d'un deck Legacy ou moderne. Alors peut-être que si les decks en face ils font des choses dégénérées, bah là ce sera un peu difficile, mais à vous de donner les outils qui paraissent pertinents. Si jamais vous avez un Vintage Cube, bah peut-être qu'un pur deck tempo c'est juste pas assez fort parce que vous n'avez pas la bonne densité de cartes. Et dans ce cas-là c'est pas grave, juste essayez pas de faire un bon deck tempo dans votre cube. Par contre, si vous voulez le faire marcher, franchement 2 mana pour vos menaces, ça reste plutôt très ok. Par contre, là effectivement vous allez réfléchir à des menaces peut-être davantage qui ont le flash, pour pouvoir avoir le choix entre jouer une interaction et jouer votre menace à la fin du tour. Je pense au petit Malcolm de 1 vol pour 2 par exemple. Ce genre de cartes sont hyper efficaces pour pouvoir jouer tempo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les ferries font beaucoup ça, en bleu et en noir, des petites bêtes flash qu'on le vole souvent. Même si c'est des 1-1, des 2-1, c'est toujours super intéressant parce qu'il en suffit de 2-3 sur le board et ça peut vite prendre l'ascendant parce que, encore une fois, faut pas voir le deck comme un deck aggro, c'est-à-dire que c'est pas juste ces bêtes-là qui vont gagner, c'est le fait que vous allez empêcher l'autre d'attaquer avec des bêtes. C'est ça qui va vous faire gagner. Donc ouais, c'est très intéressant ces petites bêtes-là. Snapcaster Mage, par exemple, j'aime bien. Alors, le problème, c'est que Snapcaster Mage, pour moi, c'est semi-tempo, c'est-à-dire que ça peut s'inclure, c'est très cool parce que on a envie de rejouer une Bolt, on a envie de rejouer un Brainstorm ou quoi. C'est efficient en mana. Le problème de Snap, c'est que il n'a pas d'évasion. Et que si on veut jouer un sort et Snap, ça coûte 3 mana. Donc ça commence à être beaucoup. 3 mana minimum. Si c'est un counterspell à 2 mana, déjà ça monte à 4. Et 4 mana pour un deck tempo, c'est un peu le bout du monde. Bon, l'avantage, c'est que vous continuez à poser du board, donc ça reste plutôt une bonne carte pour votre deck. Mais je suis assez d'accord. Typiquement, en plus, c'est pas un bon tour 2. Il y a vraiment que si vous avez rien d'autre à faire que vous allez jouer votre très très mauvais tour 2. Mais bon, parfois, vous le ferez quand même. Il y a un autre type de carte dont on peut parler à 2 mana. C'est les créatures qui grossissent avec le temps. Je pense par exemple à Déchiqueteur de registre, le petit have-main justement qui va vous permettre de connive quand vous voulez 2 spells par tour. Je pense, on en a parlé tout à l'heure, mais Cory Steelcutter remplit un petit peu ce rôle. Alors lui, pour lui, par contre, c'est pas un bon tour 2. En général, Cory Steelcutter, vous voulez le jouer, le tour où vous allez pouvoir jouer le deuxième sort juste après. Par exemple, au tour 3, vous faites Cory et ensuite un petit country par un mana. Ça, c'est la meilleure manière de jouer Cory. Bon, la meilleure manière, c'est quand vous avez une babiole à 0. Mais... Tu peux me rappeler, s'il te plaît, Cory ? Cory Steelcutter est un équipement pour 2 mana, dont un rouge. Il s'équipe pour 2 mana et il donne +1/+1 piétinement et célérité à la bête à qui il est équipé. Le truc, c'est qu'il a une capacité qui s'appelle Flurry. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait la capacité Flurry ? Flurry qui dit, quand vous jouez votre deuxième sort à chaque tour, eh bien, vous créez un moine 1/1 prouesse et vous pouvez lui attacher le Cory Steelcutter. Créature à 2 mana dans la même veine, je pensais à... J'ai perdu le nom. Dragon Sprite ? Dragon Sprite. Voilà, et en fait, je voulais en parler quand je parlais des bêtes qui grossissent. En fait, pour moi, Dragon Sprite, c'est la version beaucoup plus agressive de Déchiqueteur de registre, mais c'est exactement ce genre de cartes qui vont venir dire, bah oui, là, je suis pas impressionnant, je suis une 1/1 vol célérité pour 2 mana. Bon, c'est nul, hein, globalement, c'est nul. Si ça reste juste une 1/1, c'est vraiment une mauvaise carte. Le truc, c'est que rapidement, ça va être une 4/4. Hein. Et là, par contre, ça devient vraiment bien meilleur. N'hésitez pas sur des cartes comme Déchiqueteur de registre ou voilà. Alors Déchiqueteur de registre, c'est beaucoup plus dur à trigger. Mais n'hésitez pas parfois à garder des spells en backup. Comme ça, quand l'adversaire, s'il essaye de le tuer par exemple avec une bolt, hop, vous le faites grossir en réponse. Essayez de pas le faire passer à un seuil un petit peu critique sans avoir la possibilité de le faire monter un seuil plus haut. Mais globalement, ça reste des excellentes créatures justement pour avoir un petit peu ça. Vous avez évidemment Régente de Sombre Marée, mais en vrai, il y en a d'autres. Toutes les cartes qui vont avoir leur coût qui se réduit en fonction de la partie. Donc, c'est souvent des cartes avec fouille. Je pense à Baudroie de Gurmag. Je pense évidemment du coup à Régente de Sombre Marée. Mais en fait, ces cartes-là, si vous avez les bonnes couleurs, c'est des bonnes créatures pour votre deck parce que vous allogez plein de petites cartes. Idéalement, si vous avez des fetchlands, etc., ça va aller plus vite. Et rapidement, vous allez pouvoir dire, allez, là, joue une 5/5 pour un mana. Il y a aussi toutes les créatures qui coûtent moins cher en fonction du nombre de cartes dans votre cimetière. Oui, comme tout à par fait. exemple, il me semble qu'il y a donc le serpent d'Amonkhet. Serpent, ouais. Parce que j'en ai joué 2 justement, j'ai fait un cube il y a quelques semaines
Et je jouais un bleu-rouge Spellslinger, et justement, il y avait ces 2 dragons, un 5-5 et un 6-5, je crois, qui doivent coûter 7 de base et qui ont un coût réduit pour chaque éphémère et rituel au cimetière. Oui, ce serait vraiment ridicule que ce soit en draftant mon cube et que ce soit moi qui me souvienne pas de leur nom, quoi. Ce serait vraiment dommageable. Ce serait gênant. Voilà. Mais donc typiquement ce genre de carte, ça va être exactement ce que vous voulez. C'est un peu votre haute curve, c'est-à-dire c'est pas votre haute curve dans le sens où ça va pas vous coûter 4 mana, mais c'est votre haute curve dans le sens où vous n'allez pas pouvoir les jouer au premier tour. Donc ça, c'est les cartes qui vont vous coller à la main si vous les avez en début de partie, et vous en voulez surtout pas trop. D'ailleurs, il me semble que dans des listes de Murktide, il y avait des listes qui ne jouaient pas 4 Murktide, alors que c'est la meilleure carte du deck. Oh, ça, je jouais jamais 4 Murktide d'ailleurs. C'est parce que justement, on n'en voulait jamais 2. Alors, à la limite, en avoir 2, vu qu'elles ont un effet qui, si on arrive à delve 2 fois avec déjà un Murktide sur le terrain, ça renforce l'autre. Ouais, ça a l'air d'être une bonne erreur de design, ça. Hein. Mais souvent, quand on mettait un Murktide, on voulait que ça soit le kill et qu'il soit là et qu'il bouge pas. Donc effectivement, je crois que ça jouait 3 Murktide, voire 2 parfois, selon la quantité de DRC et d'autres threats qu'on mettait à côté. Il y a un autre type de menace, c'est celles qui vont créer du board progressivement. Je pense à Murmuring Mystic, qui est donc cette fameuse carte bleue. Alors, elle coûte 4 mana, donc c'est un peu trop une carte de contrôle, mais c'est un peu l'idée. Jeune Pyromancien, Mentor du Monastère, on en a parlé tout à l'heure, mais ces cartes-là sont excellentes, justement dans ces decks-là, pour petit à petit créer de la value et vous aider à faire grossir votre board. C'est pas des créatures qui grossissent, non, là c'est plutôt votre board qui grossit, mais l'idée c'est toujours la même chose, essayer de creuser votre avantage au fur et à mesure que vous jouez vos sorts et que vous empêchez l'adversaire de jouer. Si jamais par contre vous mettez des cartes plus Spellslinger, là la problématique elle va être un petit peu différente parce que vous allez avoir besoin d'une densité de sorts dans votre deck beaucoup plus élevée. En effet, c'est une chose de dire je vais jouer des créatures et je vais les défendre et je vais essayer d'empêcher l'adversaire de jouer. C'en est une autre de dire ma menace elle est nulle si je ne lance pas de sort. Et c'est pas la même chose. D'ailleurs, si on prend l'exemple de Dragon Sprite, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une créature, si vous jouez pas de sort, elle est vraiment nulle. Donc vous voulez avoir des sorts dans la main. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que vous vous assuriez que votre cube soit extrêmement riche dans les couleurs de votre archétype, en instant et en sorcerie, justement de ces couleurs-là, et qui coûtent 1 ou 2 mana, et j'insiste sur 1 ou 2 mana, et pas 3 ou 4 mana, parce que ce sont déjà des cartes qui vont être prises par d'autres decks. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Et je rajouterais même que non seulement ils aiment les cartes pas chères, mais ils aiment aussi beaucoup les cartes qui sont des cantrips ou qui peuvent se jouer plusieurs fois, comme par exemple les cartes avec des effets de flashback sont très intéressants avec les Spellslingers, parce que le but de Spellslinger, c'est pas de jouer des gros sorts, c'est de jouer plein de sorts. C'est très juste, et histoire de bien terminer sur les menaces avant d'enchaîner sur les interactions, parce qu'effectivement je pense que là on va glisser, et en fait je pense que c'est un bon angle d'attaque de penser à chaque fois quelles sont les meilleures interactions pour ces decks là. Il y a un autre type de menace qui est plus rare, mais une carte comme Sinistre Lavamoncien, c'est une carte qui est assez intéressante pour tempo. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait c'est assez bien. Pourquoi ? Parce que c'est une carte qui va mettre des petits pions au début de partie. Bon, pas beaucoup, faut que ça attaque, faut que le board soit vide, ça met pas beaucoup de dégâts. Mais ça va donner la petite reach, le petit moyen de mettre les derniers pions. Ça peut enlever un bloqueur, ça peut mettre des dégâts à distance. Et le coût d'opportunité en fait est très faible vu que vous allez beaucoup remplir votre cimetière. C'est pas une excellente carte dans des decks qui veulent davantage se battre sur le champ de bataille, voilà. Mais par contre, dès lors que vous allez jouer justement un petit peu Spellslinger ou bien que vous allez avoir du mal à passer en fin de partie, ce genre de carte peut énormément vous aider parce que ça va vous donner la reach dont vous avez besoin. Alors que peut-être que vos sorts qui mettent des dégâts à distance, peut-être que vous les avez déjà joués en fait, justement pour activer vos synergies, pour gérer du board. Et le Sinistre Lavamoncien, ou des cartes un peu équivalentes, elles sont là pour vous dire t'inquiète, je suis là. Un bon exemple, c'est si jamais vous jouez bleu-noir, bah rien ne vous empêche d'avoir un Shaman Ritmore dans votre deck. Et en fait, il fera exactement le même taf. Oui, je pensais exactement au Shaman. Globalement, ça recycle votre cimetière. C'est vraiment très fort pour ça. Ça donne une deuxième vie à vos cartes. Maintenant qu'on a un petit peu fait le tour des menaces, alors évidemment, en vrai, il y en a d'autres. Et vu que vous êtes dans un cube, où vous allez essayer de parler à plusieurs archétypes. On parlait tout à l'heure d'un Cavru Langue-Feu. C'est exactement le genre de carte qui pourrait très bien rentrer dans un deck tempo parce que, oui, c'est une carte de mid-range. Mais si vous êtes arrivé au tour 4, pouvoir dire je renforce la pression et je tue une bête, ben ça va mine de rien continuer à mettre la pression sur la tempo de l'adversaire.
C'est juste que c'est un petit peu plus borderline, c'est un peu plus marginal. Ce que vous devez retenir en tout cas, c'est vous voulez vraiment des menaces qui coûtent 1 ou 2 mana, parfois 3, mais 3 c'est vraiment cher. Si elles coûtent plus de 3, il faut que leur coût de mana soit réduit par justement de la fouille, des coûtent 1 de moins par sort dans mon cimetière, blablabla. Je pense à des cartes comme Fêtard du Ourvari, tout ce genre de cartes, c'est exactement ça l'idée. Ces menaces, dans la mesure du possible, vous voulez qu'elles aient de l'évasion, et si elles n'ont pas d'évasion, ce que vous voulez, c'est soit qu'elles vous aident à contrôler le board, à interagir avec l'adversaire. En fait, ça va être la passerelle entre guillemets avec la partie dont on va parler juste après, qui est les interactions. Et enfin, sinon, donner de la reach, donner les moyens de mettre les petits points à distance pour pouvoir justement finir le travail une fois que vous ne pouvez plus passer et votre adversaire il est en train de stabiliser justement pour l'empêcher de le faire. Maintenant qu'on a vu les menaces, on peut effectivement parler des interactions et donc de toutes les cartes qui vont vous aider à protéger vos menaces et aussi à maintenir l'adversaire sous pression. On peut parler effectivement de Spellslinger puisque tu as commencé à le faire, et Spellslinger va avoir besoin d'une densité de sorts, donc très souvent éphémère et rituel. Parfois c'est juste non-créature, mais partie du principe que c'est plus souvent éphémère ou rituel, qui est très importante. Donc déjà dans les deux couleurs où vous allez avoir votre archétype, si c'est un archétype bicolore, vous voulez une forte densité de ses effets. Vous voulez qu'il coûte vraiment pas cher en mana, 1 ou 2 mana. Peut-être que dans un cube normal, vous auriez 4 sorts à 1 mana en rouge. Là, peut-être que vous en voudrez 8. Voilà, ça c'est un exemple. Et du coup, ils seront peut-être pas tous aussi bons que Foudre. C'est normal. Ça se saurait s'il y avait beaucoup de cartes qui ressemblaient à Foudre. Mais l'important, c'est qu'il y en ait une densité suffisante. Parce que Foudre, elle sera peut-être pas prise par votre joueur de tempo. Parce que votre joueur de deck aggro, lui, sera très content de l'avoir dans son deck. Et votre joueur de Jeskai Control, lui aussi, il sera très content de l'avoir dans son deck. Donc vous pouvez pas vous reposer sur le fait d'avoir la carte à la fin du draft. Mais c'est pas grave, il y a des solutions. Dans les particularités dont tu parlais, effectivement, je trouve que les spells avec le flashback, c'est une excellente manière d'augmenter la densité de sorts dans votre deck sans littéralement avoir plus de cartes dans votre draft qui ont des sorts. En fait, dire qu'une carte, ça va activer 2 fois vos triggers de prouesse, vos triggers de Spellslinger, ça c'est hyper fort. Il y en a évidemment des très connus, je pense à Dard de Lave ou à réfléchir à 2 fois. Tout ce genre de cartes, ça va marcher. Bon, réfléchir 2 fois, c'est vraiment pas très bien en tempo parce que genre vraiment 5 mana pour piocher 2 cartes, on n'y est pas, mais vous avez un peu l'idée. Oui, c'est pour l'avoir joué effectivement la dernière fois, c'est toujours bien, ça fait un effet en fin de tour. Mais bon, payer 2 mana pour pas faire grand chose, bon, c'est vrai. Quand je disais cantrip, c'est vraiment les cantrips à 1 mana, c'est vraiment très très bien. 2 mana, ça commence à être très lourd pour du tempo. C'est vraiment très low de curve. En construit, c'est plus facile d'être linéaire sur ce qu'on va jouer. En cube, c'est vachement plus compliqué parce que c'est des petites menaces et quand ça vient pas dans le bon ordre, c'est compliqué. Il faut faire attention à vraiment mettre les bonnes quantités et les bonnes cartes de qualité pour ce thème-là. Un type d'interaction dont je pense qu'il faut qu'on parle, évidemment, on va d'abord parler du type de carte de base, c'est la permission. C'est plus généralement pour tous les decks tempo, sauf ceux qui n'ont pas de base bleue, mais vous allez vouloir avoir de la permission de pile. Tout ce que j'appelle permission, c'est les sorts qui vont dire non, je contre ce que tu viens de faire. Puisque si jamais votre adversaire, vous lui laissez résoudre ses sorts, vous n'allez probablement pas gagner cette partie. L'avantage, c'est que des contres, il y en a plein. Et quels sont les contres que vous devez privilégier pour avoir un archétype tempo et pas juste avoir un archétype blanc-bleu contrôle qui soit complètement broken. Laisse-moi deviner, des sorts qui coûtent pas cher. Des sorts qui coûtent pas cher. Allez. Il y a un autre truc hyper important, c'est que tous les contres ne se valent pas par rapport à l'archétype dans lequel ils jouent. Si vous voulez privilégier un archétype tempo, privilégiez des contres dont l'efficacité baisse au fur et à mesure de la partie. Parce que là, pour l'instant, on est en train de vous dire comment faire en sorte pour que tempo il soit fort, mais en fait, non. On est en train de vous dire comment faire pour que tempo soit intéressant dans votre cube. Si tempo c'est le meilleur archétype du cube et que du coup, jamais de la vie vous devez jouer autre chose, bah en fait, les gens ils joueront pas tempo, ils joueront des espèces de midrange un peu bizarres et puis en fait, la méta s'adaptera. Vous voulez pas avoir des hard counter spells disponibles facilement pour tempo, sinon tempo, bah en fait il va pas jouer tempo, il va jouer contrôle. Par contre, une chic note de force qui dit pour un mana je contrecarre à moins que tu payes 1 mana, plus la partie avance, moins c'est bien. Ce genre de carte c'est excellent pour tempo. Parce que ça va venir les récompenser pour mettre l'adversaire sous pression et le forcer à être mana efficient. Parce qu'il ne peut pas se permettre de prendre son temps. Quand vous dites que vous jouez autour de Daze, que vous jouez autour de Force Spike, c'est bien parce que vous pouvez prendre votre temps et que vous pouvez vous permettre de dire je garde un mana ouvert, on sait jamais. Mais quand vous êtes sous pression parce que l'adversaire vous bourre les fesses, ben là, là faut jouer vos cartes. C'est là où ces sorts sont les meilleurs. Donc privilégiez des contres qui justement vous demandent de payer une petite quantité de mana. Parce que c'est ce qui va permettre à tempo d'exister, puisque pour contrôle, c'est pas des excellents contres.
plus la partie avance et moins ils sont bien. Et contrôle, s'il met pas de pression, l'adversaire pourra prendre son temps. Si jamais vous souhaitez donner un petit peu quand même de souplesse à Tempo parce que vous voulez pas vous voulez pas le brutaliser, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des contres qui peuvent se recycler. Je pense à par exemple Sensor ou encore Miscalculate, qui sont des contres qui disent à moins que tu payes 1, à moins que tu payes 2, mais comme vous pouvez les recycler pour respectivement 1 ou 2 mana, ce qui est bien, c'est que si jamais vous la piochez un peu trop tard dans la partie, rien ne vous empêche de l'échanger contre une autre carte, ce qui, on va pas se mentir, c'est plutôt important si vous voulez pas juste continuer à piocher des cartes vides. Sachant que Tempo, il va aimer les contre-sorts qui sont pas forcément définitifs. Par là, je veux dire des sorts comme Remand ou des sorts qui contrent, mais pas au sens contré, mais qui renvoient aux mains. C'est-à-dire que il va pas forcément perdre définitivement sa carte, mais vous allez gagner du temps là-dessus. Et ça, c'est aussi très Tempo dans l'âme. Trou de mémoire, c'est l'archétype idéal de la carte de Tempo. C'est-à-dire que oui, votre adversaire, il va aller récupérer sa carte, il la jouera au prochain tour, mais c'est pas grave. Le fait qu'il la joue un tour après, c'est tout ce dont vous aviez besoin. Et puis, en général, quand vous jouez contre des decks qui ne sont pas Tempo, ils vont avoir tendance à avoir des cartes qui coûtent plus cher. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que potentiellement, si vous contrez avec Remand un sort qui coûte 3, s'il doit le rejouer, ça veut dire que son sort qui coûte 3, il lui aura coûté 6. Donc, c'est là où vous gagnez beaucoup avec ce genre de carte. Il y a aussi, comment il s'appelle ? Venser, voilà. Venser qui est très bon aussi, qui est très typique de Tempo, qui fait exactement ça et qui peut même renvoyer un permanent autre qu'un sort dans la main. Quelle belle transition, parce qu'on va pouvoir parler des boons. Les boons dans les autres cartes bleues sont effectivement des pures cartes de Tempo. Vous êtes en train de faire du card disadvantage puisque vous êtes en train de renvoyer dans la main de son propriétaire une carte qui était déjà en jeu. Il pourra la rejouer, vous avez perdu une carte, il n'en a pas perdu. Dans contrôle, c'est pas terrible, mais alors dans Tempo, qu'est-ce que c'est fort. L'idée, c'est de dire que votre adversaire, il a déjà joué sa carte. Donc potentiellement, il a déjà dépensé 4-5 mana pour sa carte et vous dites non, tu la rejoueras. C'est le même principe que Remand en fait. Bon, le défaut, c'est que le sort a résolu, donc il y a des problèmes à ça. Mais il n'y a pas que des défauts. Ça veut aussi dire que c'est pas grave si là, vous avez laissé justement une petite interstice, que vous avez laissé une ouverture à votre adversaire, il en a profité, il a joué sa carte. Et ben c'est pas grave, hop là, voilà lui renvoyer dans la main. Et on n'en parle plus, ou en tout cas, on n'en reparle pas avant le prochain tour. Ça vous permet d'enlever des bloqueurs problématiques, ça vous permet de gérer des cartes incontrables temporairement, parce que mine de rien, vous pourriez en mettre. Bon, moi je vous encourage, s'il y a Tempo dans votre cube, mettez pas des cartes incontrables, ce serait vraiment très méchant. Mais après, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Et de la même manière, je vous le dis maintenant, mais évitez de mettre des cartes complètement inciblables. Parce que Tempo, il va juste vous regarder en disant vous voulez que je fasse quoi contre ça? Si je peux pas la contrer, que je peux pas la cibler, et en fait, je vais juste aller me faire foutre, j'ai envie de dire. Et dans les cartes à Boons, je pense aussi à des cartes comme Boomerang, par exemple, qui est un play très très Tempo. C'est de renvoyer pas forcément une créature ni un sort, mais ça peut être de renvoyer un terrain en main. Alors ça, c'est un play qui est très bon tôt, qui est très mauvais tard, et ça tombe bien parce que c'est un peu la définition de Tempo. C'est quelque chose qui se fait peut-être rarement, j'en vois pas tant que ça, des boomerangs, mais voilà, c'est un peu ce genre d'effet qui définit Tempo et que vous pourriez avoir envie de mettre dans votre cube si vous voulez renforcer un peu le tempo, en tout cas la thématique Tempo. Dans les cartes qui ne sont pas bleues, dans les cartes Tempo qu'on peut parler, il y a évidemment donc les blasts qui sont disponibles en rouge. Ce sont souvent des très bonnes cartes de Tempo, puisque par excellence, ce qu'elles vont pouvoir faire, c'est gérer une créature pour vous aider à faire passer vos créatures en début de partie, et en fin de partie, vous mettez les dégâts dans la tête de l'adversaire pour pouvoir justement vous permettre de mettre les derniers points. Si vous voulez soutenir Tempo et que vous mettez des blasts dans votre cube, je vous encourage certes à mettre des cartes qui ne vont pas être très chères en mana, on en a déjà parlé, je vais arrêter de le dire, ou en tout cas si je le dis, je vais essayer de passer rapidement dessus. Mais surtout, privilégiez des blasts qui peuvent toucher et les créatures et les joueurs, puisque c'est ça en fait qui va venir favoriser Tempo. C'est le fait de pouvoir s'adapter au moment de la partie. Dès lors que vous arrivez au tour 4 ou au tour 5, votre objectif c'est plus de tuer les créatures de l'adversaire, c'est de finir la partie rapidement. Donc si jamais vos blasts, qui sont donc des removals, des trucs pour tuer les créatures, vous n'êtes pas en mesure de les recycler entre guillemets, là vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu compliquée. Et aussi dans le genre de sort qui rentre très très bien dans Tempo, alors on a déjà parlé des sorts gratuits, c'est un peu évident, mais tout ce qui va être gutshot, tout ce qui va être croissance métagénique. Oui, en gros, les sorts qui coûtent du mana Phyrexian, quoi. Voilà, du mana Phyrexian, c'est-à-dire que, encore une fois, le but, c'est de jouer, si possible, plusieurs sorts dans le tour.
en tout cas de manière très efficiente en mana. Et donc là, c'est payer des points de vie à la place de payer du mana. Et il y a aussi il y a des sorts noirs qui sont aussi là pour ça. Globalement, tout ce qui vous demande potentiellement de remplacer du mana par un coup quelconque, que ce soit en PV, en sacrifiant une bête, tout ça. Là, j'ai pas forcément de carte en tête, mais j'imagine, je sais plus. En noir notamment, il doit y avoir des cartes un peu tempo. Oui, par exemple, il y a le removal noir pour un noir ulcéré qui dit -3/-3 à une bête, mais vous perdez 3 points de vie. En fait, ça c'est le genre de removal qui est très efficace. Ça vous coûte un seul mana, ça gère pas mal de trucs, même si ça vous coûte des PV. Sauf que, encore une fois, c'est pas grave, c'est vous qui êtes censé mettre la pression. Vous êtes prêt à consommer d'autres ressources du moment que ça vous coûte pas beaucoup de mana. Il y a évidemment dans les autres cartes gratuites, on peut penser à Snuff Out, qui a un peu cette logique-là. Si jamais vous contrôlez un marais, vous payez 4 points de vie, vous détruisez une créature. Et pour le coup, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une carte gratuite avec laquelle je suis beaucoup plus OK s'il y a tempo dans votre cube. Parce que payer 4 points de vie pour détruire une créature, alors certes c'est très fort, mais si votre adversaire joue tempo, les 4 points de vie vous allez les sentir. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça peut un peu ressembler à une carte contrôle dans l'esprit. Ça détruit une bête, ça fait du 1 pour 1. Payer 4 points de vie quand on a un deck contrôle, faut s'accrocher parce que contre un deck aggro, on est rarement libre dans ses points de vie, faut faire attention. Donc ouais, ça s'intègre bien dans du tempo, ce genre de carte. Dans des decks tempo, vous pouvez aussi vous permettre d'avoir un petit peu de disruption. On parlait de la disruption en noir, mais en vrai, des cartes comme saisie dépensée, des cartes comme contrainte, ça peut rentrer assez bien dans des synergies de tempo. Pourquoi ? Déjà, premièrement, ce que vous allez faire, c'est que ça vous coûte pas très cher en mana pour activer vos prouesses et les autres trucs comme ça. Mais au-delà de ça, c'est que en regardant la main de l'adversaire, vous allez vous assurer de ralentir votre adversaire le plus possible. Alors oui, peut-être qu'il piochera comme un dieu et que si jamais il avait 2 terrains dans la main, il arrêtera pas d'en piocher et puis il jouera quand même sa Sheoldred on curve et puis c'est insupportable. Ou piocher un démonique tuteur on curve. Ouais, voilà, insupportable. Mais dans la majeure partie des cas, si jamais vous regardez la main de l'adversaire et que vous lui enlevez son tour 2, peut-être qu'il fera rien au tour 2 et du coup il va être passif. Ça va vous laisser du temps pour déployer une menace et pas avoir besoin de garder votre interaction. Et puis voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand on est joueur de tempo, on est toujours un peu fébrile, on est toujours entre est-ce que là c'est le moment d'agresser ou est-ce que je dois encore attendre et défendre au cas où. Et avoir l'information de la main de l'adversaire, c'est incroyable, notamment pour ce genre de jeu où on est en mode ok, là je sais il a pas grand chose, je vais poser ma bête, tant pis, je vais me full tap, c'est bon, ça passe. Et ça peut vraiment faire une différence énorme. Et il faut que par contre que ce soit de la défausse de cartes qui ne coûte pas cher, évidemment, parce que le but c'est de pouvoir l'enchaîner avec d'autres choses. Ensuite, si jamais vous avez une base, justement une base blanche dans vos archétypes de tempo, peut-être qu'effectivement, à la manière de Descent Axis, vous allez vouloir privilégier des interactions qui sont soit sur des créatures, soit des cartes comme Armageddon, des cartes qui vont justement s'attaquer à la mana de l'adversaire. Alors c'est pas les mêmes types d'interactions, mais rapidement on peut passer sur l'aspect 8-beer. On en parlait tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir des petites créatures souvent à 2 mana, souvent qui sont à peu près des 2-2 et qui vont avoir un effet pour punir l'adversaire. Choisissez bien la nature de ces effets. Je m'explique. En fait, les Silver Bullets, c'est pas très agréable à prendre dans un cube. On n'est pas en construit. Si jamais vous avez un archétype artefact dans votre cube et que vous avez décidé de mettre collecteur ouf et Kataki, en fait, le seul joueur qui va jouer artefact dans votre cube, il va vraiment avoir l'impression qu'on se fout de sa gueule. Il va vous dire pourquoi est-ce que mon adversaire il a joué 2 cartes qui font que j'ai perdu et moi en fait je peux pas forcément tourner autour de ça parce que là concrètement cette carte elle m'enfonce, je peux plus rien faire. Privilégiez plutôt des cartes comme Talia qui justement vont venir dire tu peux toujours jouer, c'est juste que je t'affaiblis et je te ralentis. Ça c'est beaucoup plus intéressant. De la même manière, oui, des cartes comme Cérébro-Censeur Avemain, c'est un petit peu rigolo. Alors c'est moins fort qu'en commandeur, on va pas se mentir, mais vraiment si votre adversaire il fetch et en réponse vous dites non tu peux pas fetch, peut-être que votre adversaire du coup il va juste pas trouver de terrain, la partie elle est foutue et aucun d'entre vous ne s'amusera, donc faites attention avec ces effets là. Et je vous conseillerais pour ça d'écouter le podcast sur le cube à ce propos. De manière générale, privilégiez tous les effets qui vont ralentir l'adversaire, les cartes qui vont faire arriver les permanents engagés, les terrains non-base engagés. Privilégiez par exemple un port Rishadan à une terre dévastée. C'est-à-dire que oui, Wasteland, le problème c'est que quand vous allez détruire le terrain, en fait c'est presque gratuit pour vous de le faire. Oui, ça vous a coûté un land mais c'est tout. Et l'adversaire il a peut-être perdu. Port Rishadan, oui vous allez neutraliser un terrain mais ça vous coûte 2 mana de le faire, c'est un peu plus coûteux, c'est un peu plus fair. Et du coup, c'est un peu plus approprié. En plus, ça peut être une carte qui est intéressante à rentrer dans votre cube si vous voulez soutenir tempo, avec une base plutôt un petit peu justement tax et 8-beer.
mais que vous avez aussi des terrains un peu puissants dans votre cube qui sont potentiellement utilitaires, ou que vous avez des manlands, c'est d'utilité supplémentaire pour Port Rishadan, puisque Port Rishadan pourra aussi gérer ces cartes-là. Enfin, pour parler rapidement de ce que vous devez avoir à côté, si jamais vous avez donc votre archétype tempo, puisque là, globalement, on vous a un petit peu détaillé tout ce que vous devriez rentrer si vous voulez faire un deck tempo. Moi, ce que je vous encourage, c'est d'éviter de faire en sorte que tous vos decks soient très low on curve. Et à l'inverse, si vous avez un pur archétype tempo, vraiment dans votre cube, vous avez un archétype qui dit moi je joue des boons, c'est des comptes qui disent à moins que tu payes 1. Je vous en supplie, faites pas un deck dont le seul objectif c'est de jouer un seul gros sort à la fin de la partie. Ayez pas un pur archétype rampe dans votre cube si vous avez un pur archétype tempo, parce que vraiment ce qui va se passer, c'est que votre adversaire il va dire je joue un elfe, je joue des terrains, je me full tap pour jouer mon titan primitif, votre adversaire il va dire je contre à moins que tu payes 1, et là vraiment vous allez avoir envie de crever, quoi, ça va être horrible. Et là vous allez juste faire des archétypes pièges que les gens voudront pas jouer, parce que vous aurez un archétype qui aura un trop bon match-up contre eux et qui les fera se sentir misérables. Ce que ça veut dire, c'est si vous voulez que tempo soit agréable à jouer, vous devez avoir des archétypes qui ont malgré tout des spells à 4 ou 5 mana qui veulent résoudre, parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous aurez des plays tempo qui seront puissants. Si tous les decks que vous affrontez jouent que des cartes à 1 ou 2 mana, ça sert à rien de jouer tempo. Ce sera injouable. Tous les decks vont avoir une tempo extrêmement agressive. Même les decks plus contrôle vont jouer très rapidement leur sort. Et vous pourrez jamais prendre de vitesse quelqu'un. Donc ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous voulez soutenir ces archétypes, assurez-vous que la vitesse de votre cube, elle soit au bon degré. Vous voulez qu'elle soit suffisamment lente pour que tenter de passer en dessous de cette courbe, ce soit pertinent et que ce soit rewardant, mais pas suffisamment pour que ce soit la meilleure stratégie et que ça écrase tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était un petit peu dense et j'espère qu'il n'y a pas trop eu de redites, mais j'espère qu'avec tout ce qu'on vous a dit, vous serez en mesure de construire dans votre cube un archétype tempo, que ce soit un des différents archétypes qu'on a évoqués ou quelque chose que vous aurez concocté vous-même. C'est plutôt des heuristiques de manière générale et il n'y a pas une bonne manière de faire, mais je pense que si vous tenez compte de tout ce qu'on a dit, ça devrait vous être utile et je pense que vous aurez un deck tempo dans votre cube qui sera particulièrement cool. Et agréable à jouer. Terminons cet épisode avec notre section Sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Benjamin, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi de vous parler de Marche du Chagrin Misérable, qui est une carte noire qui coûte un mana noir plus X incolore, qui a pour effet, en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exilier n'importe quel nombre de cartes noires depuis votre main. Ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. Elle inflige X blessures à une cible, créature ou planeswalker, et vous gagnez X points de vie. Et c'est un éphémère, donc vous pouvez le faire à instant speed. Voilà, et je voulais parler de cette carte parce que moi je la joue en duel commander dans mon deck Sheoldred. Et c'est une carte que je trouve très intéressante parce qu'elle a un coût en fait qui, pour revenir au sujet du début, un peu gratuit. C'est-à-dire qu'elle coûte X, donc on peut payer X mana, mais en exilant des cartes noires de la main, on peut réduire son coût de mana de 2 par carte. Et c'est une carte qui permet d'avoir des plays un peu tempo, c'est-à-dire d'être très mana efficient lorsque l'adversaire ne s'y attendrait pas vraiment. Et j'aime beaucoup cette carte, elle n'est pas très jouée et c'est normal. C'est une carte assez récente, c'est une carte de Kamigawa Neon Dynasty, et donc mine de rien elle n'est sortie avec des guillemets que en 2022, donc ça fait quelques années, mais c'est pas non plus une carte qui a 10 ans. Pour autant c'est une carte qui est super polyvalente et c'est un effet que vous voulez vraiment avoir en noir dès lors que vous jouez un petit peu contrôle. C'est-à-dire que c'est un removal qui va à la fois s'adapter au rythme de la partie, c'est-à-dire que pour gérer des plus grosses créatures en fin de partie, vous devrez dépenser plus de mana, mais c'est pas grave parce que vous avez plus de mana, et qui va vous permettre de récupérer des points de vie. Et sur une couleur qui a tendance soit à se blesser toute seule, soit qui va avoir tendance à vouloir stabiliser la partie au fur et à mesure, pouvoir récupérer les points de vie qu'elle a perdus, c'est super important, surtout si vous vous êtes fait taper par vos adversaires en début de partie. Je pense que pour moi, l'élément le plus intéressant de cette carte dans le contexte d'un cube, c'est que tout ce qui va vous faire gagner des points de vie, ça peut être très oppressif, notamment si c'est sur des créatures avec le lien de vie, ou bien, de manière plus générale, des effets récurrents. Si jamais votre adversaire il joue aggro et que vous dites à partir de maintenant tu n'as plus aucune cloque parce que je peux gagner plus de points de vie par tour que tu ne peux m'en enlever, bah en fait la partie elle est plus ou moins terminée et
c'est pas une chose extrêmement agréable, cette espèce d'inéluctabilité qui est pas tout à fait réelle, mais qui est vraie tant que la créature est pas gérée. Là, c'est un effet one-shot, mais ça peut faire quand même des gros swings de points de vie si en fin de partie, vous vous full tapez pour pouvoir le faire. Ça me fait un petit peu penser à Révélation du Sphinx, même si Révélation du Sphinx, ça fait du card advantage, ça c'est pas la même carte. Mais il y a ce côté de, tu sais, toi, c'est des decks que parfois t'aimes bien jouer où tu peux faire des plays de. On arrive un peu plus tard dans la partie et là, hop, je fais un gros play, ça me remet un peu bien. J'ai réussi à garder ma carte un peu, mais s'il y a besoin, je peux la faire plus tôt. La carte est moins forte, mais peut-être que c'est le bon timing pour la faire. Oui, exactement. Moi, d'ailleurs, quand je l'ai en main, c'est exactement comme ça que je vois la carte. C'est rarement la carte où je vais vouloir me full tap pour faire un gros play juste avec cette carte-là. Par contre, quand j'ai 3, 4, 5 mana et que je joue une menace assez conséquente, mais qui me laisse un mana up, bah, tout comme les Force of Will, les choses comme ça, où il n'y a pas de coup de mana, en tout cas, ça peut se jouer un peu différemment, bah, ça peut surprendre l'adversaire et ça peut permettre de faire vraiment un double gros power play. Et c'est très intéressant dans ce sens-là. Et du coup, je pense qu'elle n'est pas trop jouée en cube parce que, bon, comme tu l'as dit, elle est assez récente, mais aussi parce que la contrainte quand même qu'elle a, c'est que les cartes exilées doivent être des cartes de couleur noire de la main. Et en cube, c'est quand même une contrainte. Alors, c'est une contrainte dans les constructions de deck tout court. Mais en cube, bon, souvent, on va avoir tendance à vouloir draft plusieurs couleurs, souvent 2. Et du coup, ça limite un peu, sachant que quand on joue un peu, qu'on n'a que quelques cartes en main, s'il reste une carte noire, c'est pas forcément celle qu'on a envie d'exiler. Voilà. Par contre, une des choses que je trouve super intéressante avec une carte comme celle-ci, c'est que c'est une manière d'encourager tes joueurs et tes joueuses à jouer monocolore. Et il y a plein de manières de le faire. On en a parlé avec Baptiste il y a 2 semaines sur notre épisode sur l'hydre de Kalni, où il y a différentes manières d'encourager vos joueurs et vos joueuses à jouer une seule couleur, où elle est récompensée pour le faire. Et typiquement, la marge du chagrin misérable et le cycle de cartes de Kamigawa Neon Dynasty qui fonctionne avec cette logique de j'exile des cartes de cette couleur pour réduire le coût de mana de ma carte, c'est vraiment une mécanique qui va dans ce sens-là, qui te dit, t'as pas besoin de jouer mono noir, mais si tu joues mono noir, tu vas être récompensé parce que la carte, elle va être beaucoup plus polyvalente, beaucoup plus souple dans son utilisation, et si t'as vraiment besoin de faire ce power play où tu dis, je joue une menace et je fais removal pour un mana sur une grosse bête ou sur une petite bête même simplement, mais avoir cet aspect de je vais avoir la possibilité de faire 2 plays en un tour, mais en même temps c'est pas une vraie carte gratuite, il faut quand même que vous ayez un mana de plus, donc ça vous décale quand même dans votre curve, il y a quand même un coût à payer, c'est pas juste je fais ma Force of Will ou ma Fury. Moi je trouve que pour le coup c'est une carte assez intéressante et j'aime bien les dilemmes qu'elle présente, j'ai l'impression que c'est une carte intéressante à jouer avec et intéressante à jouer contre. Et sachant que ce n'est pas une carte morte pour autant dans un deck qui aurait plusieurs couleurs autres que le noir, parce que vous pouvez toujours payer le X et détruire un Birds of Paradise tour 1, c'est toujours intéressant. Moi, la carte dont je voulais vous parler, c'est Marque d'Expulsion. C'est une petite aura pour un mana bleu qui est sortie en Ravnica, la cité des guildes, donc ça ne nous rajeunit pas. Elle est jouée dans 0,31% des cubes, soit 1052 cubes sur cube Cobra. Cette marque d'expulsion, ou Mark of Eviction en anglais, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une aura pour un bleu qui enchante une créature et elle dit au début de votre entretien, vous renvoyez la créature enchantée et toutes les auras qui lui étaient attachées dans les mains de leur propriétaire. Pourquoi est-ce que cette carte, je la trouve très intéressante? Donc déjà, c'est une carte qui est intéressante parce que vous pouvez la jouer sur vos créatures et sur les créatures de l'adversaire et ça va pas faire la même chose. Évidemment, si vous jouez un deck un peu blink, vous pouvez le voir comme une désinvocation que vous pouvez faire à chaque tour sur une de vos créatures. Attends, t'es en train de me dire qu'un de mes archétypes préférés, avec une carte qui va super bien avec, je l'ai jamais vu dans les cubes celle-là? Ok. Exactement, Jamy, je suis en train de te dire que cette carte, personne la joue alors qu'elle est vachement bien. Pourquoi est-ce que cette carte elle est intéressante? Donc si évidemment vous la jouez dans les decks que toi t'aimes bien, ces fameux decks Blink, on va refaire les effets d'arrivée en jeu, etc. Comment ça fonctionne? Vous la mettez sur une de vos créatures, au début de votre entretien, hop, la créature elle revient dans votre main, vous récupérez la marque d'expulsion, et vous allez pouvoir rejouer votre créature au prochain tour. Donc c'est moins bien qu'un Blink, on est bien d'accord, mais vous avez cet avantage de pouvoir choisir à chaque tour celle que vous allez pouvoir faire. Oui, c'est au début de votre entretien, donc ce que ça veut dire c'est que si jamais l'adversaire il détruit votre créature, eh ben vous allez perdre l'enchantement. Mais justement, moi, je vais pas dire que c'est un défaut, je vais dire que c'est une bonne chose. Ah, il a perdu une carte en faisant ça. Mais pas seulement ça. C'est que oui, il a perdu une carte, mais surtout, ça donne une fenêtre pour interagir. Le plus gros défaut que je trouve à l'archétype Blink,
et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est aussi satisfaisant, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est frustrant à affronter, c'est le fait d'avoir énormément de mal à interagir avec les créatures. Quand vous jouez un deck Blink, quand ça se passe bien, vous êtes le roi du monde. Parce que l'adversaire, il peut pas vous tuer vos créatures. Si vous essayez de Blink votre bête, et en réponse, il tente de la détruire, potentiellement, vous avez un deuxième sort pour la Blink. Hop, ok, c'est comme s'il avait contré votre sort de Blink, mais en fait, votre créature est toujours là, il est toujours dans la merde, vous continuez à faire vos effets, bref, c'est horrible. Et je parle même pas évidemment de la situation où vous blinkez avec une carte qui est sur le champ de bataille et il a rien contré du tout. La seule chose qu'il a fait, c'est vous avez perdu un effet de blink, mais en fait, c'est pas grave. Là, vous lui donnez une fenêtre d'opportunité pour interagir, et je pense que c'est très sain, très bien. Ça veut dire que s'il peut détruire votre créature, votre boucle, elle s'arrête. On parlait tout à l'heure des gameplays répétitifs. C'est vrai que marque d'expulsion peut générer ça, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est une bonne chose que votre adversaire il ait du temps pour pouvoir, en rituel, tenter de détruire l'enchantement ou la créature. L'autre manière de jouer la carte, c'est évidemment de le faire sur les créatures de l'adversaire. Alors oui, il aura un tour pour s'en servir quoi qu'il arrive, mais je vous assure que si sa grosse créature, il doit la rejouer à chaque tour, ça va être un petit peu la galère quand même. Pour peu que vous ayez moyen de jouer marque d'expulsion avec le flash, évidemment il y a des cartes qui permettent de le faire, ça devient complètement débile, vous le jouez à la fin de son tour et au début de votre entretien, vous récupérez la carte. Mais même sans aller jusque là, en fait, ça va vous donner énormément de temps pour temporiser, pour justement avoir le temps de jouer vos différentes cartes. Votre adversaire, il va devoir passer son temps à rejouer des cartes qu'il a déjà jouées. Et même s'il a la possibilité quand même de s'en servir, puisqu'il aura attaqué une fois avec, ça n'empêche pas qu'il va pouvoir attaquer avec sa créature un tour sur 2. Et vous dépensez seulement un petit mana en fait par rapport à ça. C'est clairement un play tempo de toute façon. Je dirais pas que c'est une super bonne carte pour autant, mais j'avoue que c'est une carte à considérer. Et effectivement, dans un contexte de tempo, en fait, la carte peut un peu... Le fait qu'on puisse la faire sur une de nos bêtes, c'est vraiment... je trouve qu'elle est cool dans Blink, par exemple, dans un deck qui jouerait des Wall of Women, je trouve ça incroyable. Une bête qui attaque pas, par exemple. Parce que si c'est sur une bête qui est censée attaquer, elle pourra jamais attaquer. Mais sinon, en tempo, sur une bête adverse, ça a l'air cool. Le truc, c'est que vous avez évidemment plein de manières d'abuser de cette carte. Si jamais vous faites en sorte que votre adversaire ait une taxe et que la manière dont ils doivent jouer ces cartes lui coûte du mana supplémentaire, bien évidemment, votre effet de boons qui est récurrent va évidemment l'handicaper. Si jamais vous êtes vraiment un méchant et que vous jouez des cartes comme Erayo, ça veut dire que, vu que la première carte jouée par votre adversaire à chaque tour est contrée, c'est hyper drôle parce que ça veut dire que vous allez lui dire récupère ta carte à chaque fois, tu sacrifies une carte à chaque fois pour la jouer, mais là j'aimerais bien s'il te plaît que tu perdes une carte à chaque fois. Je pensais à ce genre de play pattern que j'aime bien, c'est remonter une carte en main et puis après jouer soit une Vendilion click, soit faire une défausse sélective où là on peut choisir la bête et s'en débarrasser. C'est beaucoup pour pas grand chose, mais potentiellement l'enchantement va revenir en main, donc on pourra le refaire après sur nos créatures ou sur les créatures adverses. C'est très fort évidemment pour gérer des tokens, même si le token il a un tour pour pouvoir agir, malgré tout vous pouvez gérer comme ça. Typiquement on parle des tokens de Urza Saga, mais ça permet de gérer les deux constructs petit à petit. Il y a énormément de manières de s'en servir. Moi je trouve que c'est un petit spell un petit peu anodin, et vu la popularité des decks Blink, moi je suis surpris justement que cette carte là elle soit pas un peu plus jouée, dans la mesure où c'est une des rares cartes qui, certes, elle est peut-être moins efficace qu'une carte de Blink, mais mine de rien, vous pouvez le faire à chaque tour. Et surtout, elle peut interagir avec l'adversaire. Et ça, c'est quand même cool. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Benjamin. Merci Benjamin d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité. La musique est produite par Léa Ikash. Les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergris. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.